Emma Callahan pressait sa main à plat contre le papier pour l'empêcher de trembler. Le stylo dans ses doigts semblait plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais soulevé. 300 $. C'était le nombre écrit en haut du contrat. 300 $ pour sa vie, son nom, son avenir. Donné à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, dans une ville qu'elle n'avait jamais vue. Sa mère pleurait dans un coin. Emma ne leva pas les yeux. Elle signa. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne. Suivez le parcours d'Emma jusqu'au bout et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. L'été de 1874 pesait lourdement sur Millfield, au Kansas. C'était comme une couverture de laine trempée de chaleur. Le genre de chaleur qui immobilisait les animaux en plein milieu de la journée et qui faisait dire aux hommes des choses qu'ils ne pouvaient pas reprendre. Emma Callahan était réveillée depuis avant l'aube. Elle était assise à la table de la cuisine, dans la maison que son père avait construite avant que la sécheresse n'engloutisse leur dernière récolte de maïs. Elle fixait le papier que Silas Dunor avait laissé sur leur seuil la veille au soir. Un contrat, un langage simple, des lignes épurées. Le genre de document qui semblait parfaitement raisonnable de loin, mais qui détruisait tout de près. Sa mère, Catherine Callahan, se tenait à la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle-même, comme si elle essayait de maintenir son propre corps en un seul morceau. Emma. Sa voix sortit, fluette. Tu n'es pas obligée, maman. Emma ne quitta pas le papier des yeux. Nous avons 4 mois de retard sur cette terre. Nous avons des dettes au moulin. Nous avons des dettes au magasin d'aliments. Si je ne le fais pas, ils prendront tout. La maison, les animaux, tout. Il doit y avoir un autre moyen. Je cherche un autre moyen depuis 6 mois. Emma leva enfin les yeux. Il n'y en a pas. Catherine pressa ses jointures contre sa bouche. Ses épaules furent de secouer d'un spasme. Puis elle se retourna vers la fenêtre et ne dit plus rien. Le contrat était l'œuvre de Silas Dunor. Et tout le monde à Millfield le savait. Dunor était l'homme qui tenait la dette de la moitié de la ville dans sa main gauche et un verre de whisky dans sa droite. Et il souriait de la même manière qu'il vous prête de l'argent ou qu'il vous prenne votre ferme. Il avait approché la mère d'Emma 3 semaines plus tôt avec ce qu'il appelait un arrangement. Un éleveur veuf à 40 miles au nord, à Silver Creek, avait besoin d'une gouvernante, d'une aide-soignante. Quelqu'un pour gérer sa maison et élever ses enfants. L'homme en avait 5, âgés de 4 à 14 ans, et personne pour s'occuper d'eux depuis que sa femme était morte l'hiver précédent. La paie était de 300 $ à déduire directement de la dette de la famille O'Callahan. Emma vivrait au ranch. Elle cuisinerait, nettoierait, s'occuperait des enfants et accomplirait toutes les tâches requises pour l'entretien de la maison. Le contrat n'utilisait pas le mot épouse, mais il n'en avait pas besoin. Emma comprenait ce qu'elle signait. Elle prit le stylo. Emma, s'il te plaît. Sa mère se détourna brusquement de la fenêtre. C'est fait, maman. Emma pressa la plume sur le papier et traça son nom sur la ligne d'une écriture cursive et stable. Emma Rose Callahan. Elle posa le stylo. C'est fait. Et Ezra Cole vint la chercher à 7 heures du matin, un mardi. C'était un homme mince, hâlé par le soleil, approchant de la cinquantaine, avec une moustache grise tombante. Il avait ce calme propre à ceux qui passent la plupart de leur vie en plein air. Il travaillait pour Nathaniel Holt, l'éleveur, et avait conduit le chariot sur 40 miles au sud pour ramener Emma. Il souleva son chapeau quand elle sortit de la maison avec sa malle. Mademoiselle Callahan, Monsieur Cole. Il chargea sa malle sans qu'on le lui demande. Emma se tenait sur le porche et regarda sa mère, qui était venue sur le seuil. Catherine Callahan semblait plus vieille que la semaine précédente. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux défaits, et elle tenait le cadre de la porte à 2 mains, comme si elle en avait besoin pour rester debout. « Écris-moi, dit Emma. » Sa mère hocha la tête. Elle ne pouvait pas parler. Emma grimpa sur le siège du chariot. Elle ne se retourna pas. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que si elle le faisait, elle ne partirait pas. La route vers le nord traversait des prairies plates et des parcelles de broussailles. Elle croisait 2 lits de ruisseaux peu profonds qui étaient surtout de la poussière en juillet. Emma et Ezra roulèrent en silence pendant la première heure. La chaleur montait régulièrement. Les chevaux avançaient d'un pas tranquille. Finalement, Emma parla. « Parlez-moi de lui. » Ezra garda les yeux sur la route. « Monsieur Holt, oui. » Ezra retourna la question un instant.
De la manière dont un homme retourne une pierre dans sa main avant de décider de la garder ou de la jeter. C'est un travailleur acharné, un homme juste. Il n'élève la voix que si quelque chose a vraiment mal tourné. Et est-ce que quelque chose a vraiment mal tourné récemment? Une pause. Il a perdu sa femme en février. Margaret. La fièvre l'a emporté rapidement. Une semaine, elle allait bien. La semaine suivante, Ezra secoua la tête une fois. Ça l'a durement touché. Ça a durement touché les enfants. Comment s'appelle-t-il? Thomas est l'aîné, 14 ans, un garçon sérieux. Il s'occupe de son travail. Puis il y a Clara. Elle a 11 ans, intelligente comme un fouet, et elle ne vous laisse pas l'oublier. Ensuite, les jumeaux, Daniel et James. Ils viennent d'avoir 8 ans. Puis Rosie. Sa voix s'adoucit légèrement sur le dernier nom, presque sans le vouloir. Rosie a 4 ans. Elle ne parle plus beaucoup depuis que sa maman est partie. Emma absorba cette information. Elle a presque cessé de parler. Elle dit un mot ici et là, mais avant, elle bavardait du lever au coucher du soleil, disait toujours Margaret. Il fit une pause. Elle ne le fait plus. Emma regarda les prairies qui défilaient. Un faucon tournoyait dans le ciel blanc, au-dessus d'une crête lointaine, lent et patient. « Et Monsieur Holt, dit-elle, sait-il que j'ai 19 ans? » Ezra resta silencieux un instant de trop. « Il le sait, dit-il prudemment. Dinore a envoyé une lettre avec les détails. Qu'a-t-il dit en la lisant? Ezra s'éclaircit la gorge. Il a dit « Une autre pause. Il a dit que ça ne le regardait pas, votre âge. Tant que vous étiez capable. » Emma hocha lentement la tête. « C'est une réponse juste. C'est un homme juste, » répéta Ezra, comme si c'était la chose la plus importante qu'il savait dire sur Nathaniel Holt. Le ranch de Silver Creek apparut en milieu d'après-midi. Un groupe de bâtiments en retrait d'une basse crête, entouré de pâturages dorés par l'été. La longue ligne verte d'un ruisseau coulait d'est en ouest derrière la grange. C'était plus grand que ce qu'Emma avait imaginé. La maison principale avait 2 étages, solidement construites, avec un large porche qui courait sur toute la longueur de la façade. La grange semblait plus récente que la maison. Les clôtures étaient droites et bien entretenues. Ezra arrêta le chariot dans la cour. 4 enfants sortirent immédiatement de la maison. Emma reconnut la formation. Thomas devant, délibéré et vigilant. Clara à côté de lui, examinant Emma avec une curiosité franche et non dissimulée. Les jumeaux derrière eux, se donnant des coups de coude jusqu'à ce que Thomas leur lance un regard qui les arrêta. Pas de Rosie. Et puis la porte de la maison s'ouvrit à nouveau et Nathaniel Holt sortit sur le porche. Il était plus grand que ce qu'Emma avait imaginé. Large d'épaules, les cheveux noirs, avec une barbe de plusieurs jours. Son visage était buriné par le temps. Il aurait pu être qualifié de beau s'il n'avait pas porté le poids du deuil depuis si longtemps. Il devait avoir la mi-trentaine, bien que les 6 derniers mois lui aient ajouté quelque chose qui le faisait paraître plus vieux quand son regard était fixe. Il descendit les marches du porche et s'arrêta à quelques pieds du chariot. Il regarda Emma sans expression. Emma descendit du siège du chariot sans attendre d'aide. Ils se firent une face dans la chaleur de l'après-midi. Monsieur Holt. Elle tendit la main. Il la regarda un instant, puis il la serra. Mademoiselle Callahan. Sa voix était basse et égale. Vous êtes plus jeune que ce à quoi je m'attendais. La lettre de Dinore disait 19 ans. C'est exact. Il lâcha sa main. Je ne le dis pas comme une plainte, je le dis comme un fait. Alors je vais y répondre par un autre fait, dit Emma. Je dirige une maison depuis que j'ai 13 ans. Je sais cuisiner, conserver, raccommoder, gérer les comptes et régler les disputes entre enfants. Mon âge ne change rien à tout cela. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Pas tout à fait de la surprise, plutôt un recalibrage. C'est juste, dit-il. Thomas prit la parole derrière son père. Elle est plus petite que maman. Thomas, la voix de Nathaniel contenait un avertissement. Je dis juste ça. Emma regarda Thomas directement. C'était un grand garçon, anguleux, avec la couleur sombre de son père et, devina-t-elle, la mâchoire têtue de sa mère. Il la regardait de la manière dont un homme regarde quelque chose qu'il a déjà décidé de ne pas aimer. Vous avez raison, dit simplement Emma. Je suis plus petite que votre mère. Très probablement. Je ne suis pas ici pour être votre mère. Je suis ici pour diriger cette maison. Ce sont 2 choses différentes, et j'apprécierais que nous les gardions claires dès le début. Thomas cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à ça. Clara fit un petit bruit qui aurait pu être un rire étouffé. « Clara, dit Emma en se tournant vers elle,
Je suis Emma. Je sais, dit Clara. Ezra nous a dit votre nom. Je suis Clara. Eux, ce sont Daniel et James. Daniel est celui avec l'égratignure sur le menton. James est celui qui l'a causé. Elle livra cette dernière partie avec la satisfaction de quelqu'un qui attendait de le dire à une personne qui l'apprécierait. Et Rosie est à l'intérieur. Elle n'a pas voulu sortir. Ce n'est pas grave, dit Emma. Je la rencontrerai quand elle sera prête. La maison fut sous sa responsabilité en moins d'une heure. Nathaniel la lui fit visiter brièvement, indiquant ce qui devait être fait et ce qui avait été négligé depuis février. La cuisine était fonctionnelle mais désorganisée. Le garde-manger était sous-approvisionné. La chambre des garçons était un désastre permanent. Le linge avait au moins une semaine de retard. Il lui fit visiter tout cela avec la manière d'un homme présentant un rapport d'affaires. Clair, efficace, pas méchant, mais pas chaleureux non plus. Comme si elle était une employée, ce qu'elle était techniquement. Les enfants mangent à 6 heures, dit-il. Le petit déjeuner à 5h30 les jours de travail, le dimanche à 7 heures. Je prends mes repas avec eux, sauf si je suis dans les pâturages, auquel cas Ezra ou l'un des hommes vous le fera savoir. Des questions. Une, dit Emma. Il attendit. Où dort Rosie? Quelque chose traversa son visage. Pas tout à fait de la douleur, mais quelque chose d'adjacent. Il se reprit rapidement. Elle a sa propre chambre, au bout du couloir à l'étage. Est-ce qu'elle descend pour les repas? Habituellement. Parfois, il faut que vous ou Thomas l'ameniez. Emma hocha la tête. J'aimerais être celle qui la fait descendre à partir de maintenant, si cela vous convient. Ce sera bien pour elle de s'habituer à moi. Nathaniel la regarda un instant. Vous pouvez essayer, dit-il. Elle ne s'habitue pas facilement aux étrangers. La plupart des gens non plus. Emma soutint son regard. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer. Il ne répondit rien à cela. Il se tourna et retourna vers la grange sans un mot de plus. Rosie Holt était assise au milieu du sol de sa chambre avec une poupée de chiffon sur les genoux quand Emma frappa et poussa la porte. Elle était minuscule pour 4 ans, avec des os fins et un teint pâle. Elle avait une masse de boucles brunes et d'énormes yeux gris qui suivaient Emma à travers la pièce, avec le genre d'attention silencieuse et absolue que seuls les très jeunes enfants et les très vieux animaux peuvent avoir. Elle ne parla pas. Emma ne parla pas non plus. Elle s'assit par terre près de la porte, pas assez près pour envahir l'enfant, mais pas non plus en restant sur le seuil. Elle regarda la pièce avec un intérêt sincère. Il y avait des dessins sur le mur près de la fenêtre, des crayons sur du papier, épinglés avec de petites punaises. C'était le genre de dessin qu'un enfant fait quand il dessine la même personne encore et encore, cherchant à bien faire le visage. Tous représentaient la même femme, cheveux noirs, souriante. Emma regarda les dessins un long moment. « Elle est belle, dit Emma doucement. Pas à Rosie, exactement. Plutôt à la pièce. » Rosie regarda les dessins, puis de nouveau Emma. « C'est ta maman qui a dessiné ça? » demanda Emma. Un petit hochement de tête négatif. Rosie les avait dessinés elle-même. « Tu as dessiné ta maman? » dit Emma. « C'est une très bonne chose à faire. » Rosie baissa les yeux sur la poupée sur ses genoux. Elle passa son pouce sur les cheveux en laine de la poupée. Puis, sans lever les yeux, elle tendit la poupée vers Emma. Emma la prit doucement. Elle la regarda. Un corps en tissu usé, un visage brodé, une petite robe qui avait été reprisée plus d'une fois. Comment s'appelle-t-elle? Silence, puis à peine audible. Bess. Emma leva les yeux. Rosie la regardait avec ses énormes yeux gris. C'est un bon nom, dit Emma. Un nom fort. Elle tendit la poupée pour que Rosie la reprenne. Je pense que Bess a faim. On devrait descendre et commencer à préparer le souper. Rosie regarda la poupée, puis Emma. Puis elle se leva, glissa Bess sous son bras et marcha aux côtés d'Emma. Elle ne prit pas la main d'Emma, mais elle marcha assez près pour que leurs bras se touchaient presque, tout le long des escaliers. Le souper était un test, et Emma le savait. Elle avait trouvé un bon morceau de lard salé dans le garde-manger et un sac de haricots secs qui n'étaient pas encore rassis. Elle avait du pain de maïs au four avant que les enfants n'entrent pour se laver. Ce n'était pas sophistiqué. C'était ce que le garde-manger permettait. Thomas s'assit à table, les bras croisés et la mâchoire serrée. « Maman faisait une sauce avec le porc, dit-il. »« Thomas, dit Clara, je dis juste. Tu es toujours en train de juste dire, marmonna Clara. Emma posa la poêle sur la table et s'assit.
Elle regarda Thomas droit dans les yeux. Quel genre de sauce? Il cligna des yeux. Quoi? La sauce de ta maman? Qu'est-ce qu'elle mettait dedans? Une pause. L'hostilité sur son visage changea légèrement, remplacée par quelque chose de plus compliqué. De l'oignon. Et elle avait cette épice qu'elle achetait à l'épicerie du village. Je ne sais pas ce que c'était. De la sauge, peut-être? Il y réfléchit. Peut-être. J'essaierai comme ça la prochaine fois, si tu me dis si je m'en approche. Emma prit sa fourchette. D'accord. Thomas la regarda un long moment. Il ne répondit pas, mais il décroisa les bras et prit sa fourchette. C'était suffisant. Nathaniel entra hors de la grange et prit place au bout de la table, sans cérémonie. Emma avait laissé une assiette au chaud. Il mangea sans commentaire. Les jumeaux se disputaient à travers la table à propos de quelque chose impliquant une grenouille et une botte. Clara les corrigea tous les deux avec l'autorité d'un petit juge. Rosie s'assit à côté d'Emma et mangea son pain de maïs en silence, jetant de temps en temps des regards de côté à Emma avec ses yeux gris vigilants. Nathaniel observait tout cela depuis le bout de la table. Emma sentait son attention, de la même manière qu'on sent un changement de temps. Pas désagréable, mais impossible à ignorer. Quand les enfants furent partis, elle commença à empiler la vaisselle. Nathaniel resta à table avec sa tasse de café. « Elle vous a parlé », dit-il. Emma ne s'arrêta pas. « Rosie? » »« Oui, juste un mot ou deux. » Une longue pause. Elle n'a pas prononcé plus d'une douzaine de mots en 4 mois. Emma posa la pile d'assiettes près de la bassine et se tourna. Les enfants deviennent silencieux quand ils ne savent plus si le monde est sûr. Elle le teste pour voir s'il tient. Elle ramassa son assiette vide. Ça prendra du temps, mais elle reviendra. Nathaniel regarda la table. Sa mâchoire se contracta une fois. Vous semblez certaine de ça. Je ne le suis pas, dit honnêtement Emma, mais j'agis avec certitude parce qu'elle a besoin que quelqu'un dans cette maison le soit. Il leva les yeux vers elle. Quelque chose dans son expression était très difficile à lire. Comme une porte qui avait été verrouillée si longtemps que la personne à l'intérieur avait oublié comment fonctionnait la poignée. Le souper était bon, dit-il finalement. Emma se retourna vers la vaisselle. Merci, Monsieur Holt. Nathaniel. Il repoussa sa chaise. Nous ne sommes pas des gens formels ici. Il sortit sans attendre sa réponse. Emma resta devant la bassine, les mains dans l'eau chaude, et fixa le mur un instant. Nathaniel. Elle retourna le nom une fois dans son esprit, puis elle retourna à la vaisselle. Dehors, la nuit d'été pressait contre les fenêtres, chaude et sombre et pleine de grillons. Et le ranch de Silver Creek s'installa dans son premier calme depuis qu'une fille de Millfield avait signé son nom sur une ligne et donné son avenir à un étranger. Elle était devenue ici comme une transaction. Elle n'avait encore aucune idée de ce qu'elle deviendrait. La première semaine au ranch de Silver Creek apprit 3 choses à Emma. La première était que Thomas Holt serait le combat le plus difficile qu'elle ait jamais mené. La deuxième était que les jumeaux, Daniel et James, n'essayaient pas réellement de détruire la maison. Ils partaient simplement du principe que les adultes les arrêteraient avant que quelque chose ne prenne feu. La troisième, et celle qui la hanta le plus longtemps dans la nuit, était que Nathaniel Holt se déplaçait dans sa propre maison comme un homme qui lui avait déjà dit au revoir et qui n'était simplement pas encore parti. Il était levé avant elle chaque matin. Elle descendait pour trouver sa tasse de café rincée et retourner sur le comptoir, et la porte arrière déjà battante sur ses gonds dans la chaleur matinale. Il travaillait du lever du soleil jusqu'à tard le soir et rentrait épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le corps. Il mangeait. Il disait quelques mots aux enfants. Il allait se coucher, et il faisait tout cela avec les mouvements prudents et délibérés de quelqu'un naviguant dans une pièce pleine de choses qui pourraient se briser. Emma l'observait et ne disait rien. Elle avait assez à faire. Le mercredi, elle avait organisé la cuisine comme elle le voulait. Le jeudi, elle avait compris que James était le jumeau qui mentait et Daniel celui qui se sentait coupable après, ce qui signifiait que quand quelque chose n'allait pas, elle devait d'abord regarder James et attendre que Daniel craque. Le vendredi, Clara avait commencé à la suivre dans la maison, posant des questions sur la cuisine, sur les herbes, sur si Emma était déjà allée à Kansas City, sur ce qu'Emma pensait de la nouvelle institutrice de Silver Creek qui portait ses cheveux d'une manière inhabituelle. « Je ne l'ai pas rencontré, » dit Emma en travaillant sur une couture d'une des chemises déchirées de James. « Je ne suis pas encore allée en ville. Papa y va toutes les 2 semaines pour les provisions, » dit Clara. Elle était assise sur le bord de la table de la cuisine,
ce qu'on lui avait dit de ne pas faire au moins 4 fois. Il emmène Thomas. Thomas agit comme si c'était une grande responsabilité. C'est une responsabilité. Thomas agit comme si tout était une grande responsabilité. Clara prit une bobine de fil et la tourna dans ses doigts, même respirer. Emma garda les yeux sur la couture. Il porte beaucoup de choses. Il a 14 ans. Oui, dit Emma. Il a 14 ans. Sa mère est morte il y a 6 mois et son père n'a presque pas dit un mot depuis. Et il a décidé que la seule chose qu'il pouvait faire était de tout maintenir ensemble lui-même. Elle leva les yeux vers Clara. Ce n'est pas être dramatique, c'est avoir peur. Clara resta silencieuse un moment. Il m'a dit que tu n'allais pas rester. Les mains d'Emma s'arrêtèrent sur la chemise juste une seconde. Quand a-t-il dit ça? Hier soir après le souper. Il a dit, « Les femmes comme toi prennent de l'argent et partent quand les choses deviennent difficiles. » Emma baissa de nouveau les yeux sur son travail. Elle fit passer l'aiguille à travers le tissu d'une main ferme. « Alors je suppose que je devrais lui prouver le contraire. » « Comment? »« En restant, dit simplement Emma. » Clara la regarda encore un moment. Puis elle posa la bobine et alla se laver pour le souper sans qu'on le lui demande, pour la première fois depuis l'arrivée d'Emma. C'était la mini-victoire numéro 1. Le reste de la soirée, Thomas ne parla pas du tout à Emma. Il répondit aux questions de son père à table, aida James à ne pas mettre trop de sel sur ses haricots et coupa le pain de maïs de Rosie en morceaux sans qu'on le lui demande. Il était, Emma pouvait le voir clairement, un garçon vraiment bon, faisant une imitation vraiment terrible de quelqu'un qui s'en fichait. Quand la table fut débarrassée et que les enfants furent montés, Emma arrêta Thomas dans le couloir. « J'ai besoin de la hache demain matin, dit-elle. La pile de petits bois diminue. » Il la regarda. « Je peux le fendre. Je sais que tu peux. Je vais le fendre. » Une lueur de quelque chose. Pas tout à fait du mépris, mais voulant l'être. « Tu sais te servir d'une hache? Mon père me l'a appris quand j'avais 10 ans. » Elle soutint son regard. « Je serai là-bas à 6 heures. Si tu veux me montrer où sont les bonnes bûches à fendre, j'apprécierais. Sinon, je me débrouillerai. » Il la fixa un long moment. « Elles sont derrière la grange, dit-il finalement. Côté gauche. Merci, Thomas. » Il se tourna et monta. Mais Emma remarqua qu'il ne claqua pas la porte. Progrès. La chose à propos de Silver Creek qu'Emma n'avait pas prévue, ni du petit contrat froid de Dunor, ni des descriptions prudentes d'Ezra pendant le trajet en chariot, était la façon dont les autres femmes de la ville la regardaient. Elle le découvrit le samedi. Lorsque Nathaniel prit le chariot pour aller en ville pour les provisions et qu'Emma l'accompagna parce que le garde-manger avait besoin d'être réapprovisionné et qu'elle devait voir ce que l'épicerie générale proposait avant de pouvoir planifier les repas pour les semaines suivantes. Silver Creek était une vraie ville, pas grande, mais assez établie pour avoir un hôtel, une banque, un cabinet de médecins et 2 magasins de produits secs concurrents. Il y avait aussi, Emma le remarqua immédiatement, une sorte d'attention particulière qui la suivit dès qu'elle descendit du chariot. Ce n'était pas hostile, exactement. C'était le genre d'attention qui avait un murmure en dessous. Elle était dans l'épicerie générale en train de choisir des produits secs quand elle l'entendit assez clairement pour comprendre. 2 femmes près des rouleaux de tissu parlant à voix basse et prudente, comme des gens qui veulent être entendus par la bonne personne. C'est elle, celle que Dunor a arrangée. Elle est à peine plus qu'une fille. 19 ans, j'ai entendu. Eh bien, une pause pleine de sous-entendus. Margaret Holt était une bonne femme. Emma prit une boîte de levure chimique et lut l'étiquette avec une grande attention. « Tu crois qu'elle tiendra l'été? » dit la deuxième voix. « Je crois qu'elle les tiendra jusqu'à ce qu'elle découvre ce pourquoi elle a vraiment signé. » Emma posa la boîte dans son panier et se retourna. Les 2 femmes la regardèrent. Elles étaient d'âge moyen, bien habillées selon les standards de Silver Creek, avec les expressions composées de personnes qui avaient été surprises en train de dire des choses vraies et n'avaient pas l'intention de s'en excuser. Emma regarda la première femme. « Excusez-moi, madame. Savez-vous si M. Porter vend de la sauge? » « Je ne l'ai pas trouvé sur l'étagère. » Un temps de silence. « 2e étagère en partant du bas, » dit la femme un peu raidement, derrière les feuilles de laurier. « Merci beaucoup. » Emma leur sourit à toutes les 2, avec la chaleur exercée de quelqu'un élevé pour être poli avec des gens qui ne le méritaient pas, et se dirigea vers la 2e étagère. Derrière elle, elle entendit l'une des femmes murmurer quelque chose. Elle ne se retourna pas.
Nathaniel attendait près du chariot quand elle sortit. Il prit le panier de ses mains et le chargea dans la benne sans commentaire. Puis, il fit une pause. La femme de Porter vous a dit quelque chose? Emma cligna des yeux. Laquelle était de la femme de Porter? Robe grise, cheveux bruns, un avis sur tout. Elle m'a dit où était la sauge. Nathaniel la regarda de côté. Il avait une façon de regarder les choses de côté quand il n'était pas sûr. Emma l'avait remarqué, comme s'il préférait aborder l'incertitude sous un angle. Elle dirige la société de bienfaisance. Il dit, la dirigeait avec Margaret. Ah, elle a de bonnes intentions. Il prit les rênes. La plupart du temps, elle s'inquiétait pour vos enfants. Emma dit, les gens qui s'inquiètent pour les enfants ont généralement de bonnes intentions, même quand ils sont impolis à ce sujet. Nathaniel resta silencieux un moment. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, mademoiselle Callahan. Vous avez dit ça le premier jour. Je le dis à nouveau. Il fit claquer sa langue aux chevaux et ils avancèrent. Emma regarda droit devant elle la rue principale poussiéreuse de Silver Creek, les devantures des magasins et les gens vacants à leurs occupations du samedi. Et elle pensa à ce que ces deux femmes avaient dit jusqu'à ce qu'elle découvre ce pourquoi elle a vraiment signé. Elle voulait demander à Nathaniel ce que cela signifiait. Elle fut assez intelligente pour ne pas le faire. Pas encore. Ils étaient à mi-chemin de la maison quand le ciel prit la couleur d'un bleu et que le vent changea. Les mains de Nathaniel se resserrèrent sur les rênes avant même qu'Emma n'enregistre le changement. « L'orage arrive vite, dit-il. Emma leva les yeux. Les nuages au sud-ouest se transformaient en quelque chose de sérieux. Pas une tempête d'hiver, rien de tel, mais un orage d'été avec une réelle intention derrière. Le genre qui roulait sur les plaines du Kansas en juillet comme s'il possédait tout. « À quelle distance sommes-nous » demanda-t-elle. 20 minutes si on les pousse. Il les poussa. Les chevaux répondirent et le chariot cahota sur la route à une vitesse qui fit claquer les dents d'Emma et l'obligea à s'agripper au siège à deux mains. Elle ne se plaignit pas. Elle regarda le ciel, cala ses pieds contre le plancher et ne dit rien. Le premier éclair déchira l'air alors qu'ils étaient encore à 10 minutes. Les chevaux s'effarouchèrent. Nathaniel les calma d'une voix basse et stable, pas rassurante exactement, plutôt autoritaire. La voix d'un homme habitué à contrôler de grands animaux effrayés, et il les fit avancer. La pluie commença à tomber alors qu'ils étaient encore dans la cour, pas tout à fait à la grange. Elle tomba fort et immédiatement, comme le fait de la pluie d'été au Kansas. Pas progressivement, juste d'un coup, comme si quelqu'un renversait un seau. Emma sauta du chariot avant que Nathaniel ne l'ait complètement arrêté et courut vers la tête des chevaux. Elle leur parla de la même manière qu'elle l'avait entendu faire, attrapant le harnais pour les maintenir stables pendant qu'ils descendaient et commençaient à dételer. Ils mirent les chevaux dans la grange en 3 minutes. Le chariot pouvait rester dans la cour. À l'intérieur de la grange, à l'abri de la pluie, ils se tenaient à un pied l'un de l'autre et reprenaient leur souffle. Ils étaient tous les deux trempés. La pluie martelait le toit au-dessus de leur tête avec un bruit de 1000 petites poignes. Nathaniel la regarda. Elle dégoulinait sur le sol de la grange, ses cheveux détachés de leurs épingles, sa robe collée à ses bras. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-il. »« Je connais les chevaux, dit Emma. » Elle repoussa ses cheveux mouillés de son visage. « Mon père en avait 2. Je sais comment ils sonnent quand ils sont sur le point de faire une bêtise. » Quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait un sourire, mais la forme d'un. « Votre père semble être un homme pratique. Il l'était, passé. » Elle n'expliqua pas. Il ne demanda pas. Ils restèrent dans le silence bruyant et tambourinant de la pluie un instant de plus. Puis il dit, « Je vais attendre ici. Vous devriez rentrer à la maison. Les enfants vont s'inquiéter. » Emma hocha la tête. Elle regarda la porte de la grange, mesurant la distance, mesurant la pluie. Puis elle courut. Elle était de nouveau trempée au moment où elle atteignit les marches du porche et la porte s'ouvrit en grand avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Clara, les yeux écarquillés et le visage crispé par l'anxiété particulière d'un enfant qui a appris que les tempêtes inattendues apportent parfois de mauvaises nouvelles. « Tu vas bien ?» dit Clara, plus comme une affirmation qu'une question, comme si elle corrigeait un fait qu'elle avait brièvement mal compris. « Je vais bien » confirma Emma. « Ton père est dans la grange. On a rentré les chevaux. » Clara expira. Elle recula de la porte pour laisser entrer Emma. Dans la cuisine, James et Daniel étaient assis à la table,
jouant à un jeu de cartes avec l'intensité concentrée de deux garçons prétendant ne pas avoir écouté anxieusement chaque coup de tonnerre. Thomas était à la fenêtre, les bras croisés, regardant la pluie avec le regard de côté de son père. Rosie était sous la table de la cuisine. Emma s'accroupit. Rosie avait les genoux relevés, Bess pressée contre sa poitrine et les yeux fermés. Elle ne pleurait pas. Elle attendait simplement que le bruit fort cesse. « Hé !» dit doucement Emma. Rosie ouvrit les yeux. « Je suis là, dit Emma. L'orage ne peut pas entrer. » Rosie la regarda avec ses yeux gris qui en savaient trop pour une enfant de 4 ans. Puis elle se déplaça légèrement et se pressa contre la jambe d'Emma. Pas tout à fait en grimpant sur ses genoux, mais assez près pour la sentir là. Emma resta accroupie sur le sol de la cuisine avec Rosie appuyée contre elle, la pluie rugissant sur le toit, les garçons jouant aux cartes et Thomas regardant par la fenêtre. Et elle pensa un instant que c'était ça, de l'intérieur, de maintenir une famille unie. Pas romantique, pas ordonné, juste présent. Elle était si occupée par Rosie qu'elle manqua presque ce que Thomas dit. Le garçon Henderson en ville, dit-il, toujours en regardant par la fenêtre. Sa voix était soigneusement neutre. Il a dit que les gens parlent. Emma se redressa légèrement. Parlent de quoi? De vous. Thomas se détourna de la fenêtre. Sa mâchoire était serrée comme celle de son père quand il se préparait à dire quelque chose. Il a dit que sa mère disait que vous n'êtes pas une gouvernante. Il a dit que les gens vous appellent... Il s'arrêta. M'appellent comment? Demanda Emma. La mâchoire de Thomas se contracta. Une femme achetée, la cuisine devint silencieuse. Même les jumeaux avaient arrêté leur partie de cartes. Emma regarda Thomas un long moment. Il la regardait avec ses yeux de 14 ans qui essayaient si fort d'être durs. Et sous la dureté, il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte pour elle. Comme s'il était furieux contre les gens qui disaient ça, pas contre elle, et ne savait pas comment séparer les deux. Ils n'ont pas tort, dit Emma. Thomas cligna des yeux. J'ai signé un contrat, dit Emma. C'est un fait. Je suis venue ici parce que ma famille avait besoin d'argent. C'est aussi un fait. Elle le regarda fixement. Ce que les gens font de ces faits, c'est leur affaire. Ce que je fais de mon temps ici, c'est la mienne. Ce n'est pas juste, dit Thomas. Sa voix se cassa légèrement sur le dernier mot, et elle put voir qu'il détestait ça. Non, acquiesça Emma, ce n'est pas juste. Il la regarda encore un moment. Quelque chose dans son visage travaillait. Une sorte d'algèbre adolescente compliquée d'injustice, de respect et de deuil qu'Emma pouvait voir mais ne pouvait pas résoudre pour lui. Puis il dit très doucement, « La sauge se met à la fin. C'est ce que maman disait toujours. Si tu la mets trop tôt, elle devient amère. » Emma comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas de cuisine seule. « Merci, dit-elle, je m'en souviendrai. » Il hocha la tête une fois, se retourna vers la fenêtre. Sous la table, Rosie s'était endormie contre la jambe d'Emma. Nathaniel rentra de la grange 1 heure plus tard, quand la pluie s'était calmée en une brune régulière. Il trouva Emma près du poêle, les enfants à table, et Rosie endormie dans le fauteuil du coin avec Bess sous le menton. Il s'arrêta sur le seuil et regarda sa cuisine comme un homme regarde quelque chose qu'il a peur de nommer. « L'orage est sourcé, dit-il. »« Oui, acquiesça Emma. » Il prit sa place habituelle à table et accepta le café qu'elle lui tendit sans commentaire. Il regarda les enfants un par un, comme il le faisait toujours en rentrant de l'extérieur. Un recensement rapide confirmant que tout le monde était là. Ses yeux s'arrêtèrent sur Rosie. Elle dormait toujours dans le fauteuil. Une main nonchalamment enroulée autour de Bess. Son visage était détendu dans le sommeil, ce qui était rare quand elle était éveillée. « Elle déteste le tonnerre, dit-il. Pas vraiment à Emma. Je sais, elle me l'a dit. » Emma fit une pause. Pas avec des mots, mais elle me l'a dit. Nathaniel regarda alors Emma. La regarda vraiment. Pas l'évaluation de côté à laquelle elle s'était habituée, mais un regard direct qui dura plusieurs secondes et qui avait quelque chose d'exposé qu'il gardait habituellement derrière sa surface pratique et efficace. « Emma, dit-il. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Elle garda une expression neutre, oui. Il sembla réfléchir à ce qu'il allait dire, puis il dit, à la place de ce qu'il s'apprêtait à dire. « La sauge. Thomas vous a parlé de la sauge pour la sauce? » « Oui. Il n'a pas parlé de la cuisine de sa mère depuis février. » Emma ne dit rien. « C'est... » Nathaniel s'arrêta. Reprit. « Je veux que vous sachiez que c'est important pour moi. Peu importe.
Peu importe comment cet arrangement apparaît de l'extérieur. Ce que vous venez de faire cette semaine, c'est important pour moi. Emma le regarda. Ce n'était pas un homme qui disait facilement ce genre de choses. Elle pouvait voir l'effort que cela lui coûtait dans la façon dont il se tenait. La légère inclinaison en avant, les mains à plat sur la table comme si les mots avaient un poids et qu'il s'y appuyait. Je fais juste mon travail, dit-elle. C'était de la manière la plus gentille qu'elle ait trouvée pour lui enlever la pression. Il hocha la tête une fois, l'accepta. La chose exposée dans son expression se retira, mais pas complètement. Une partie resta juste au bord de lui, comme une lumière laissée allumée dans la fenêtre d'une maison autrement sombre. Il but de son café. Les jumeaux se disputaient à propos de la carte de qui était à qui avant l'orage. Rosie dormait, et Thomas, remarqua Emma, s'était déplacé de la fenêtre à la table et était assis 2 chaises plus près de tout le monde qu'à son habitude. C'était une si petite chose, le genre de chose que vous ne remarqueriez pas si vous ne faisiez pas attention. Emma faisait toujours attention. Elle finit de laver la vaisselle du souper et écouta les dernières gouttes de pluie taper sur le toit. Et elle pensa à ce que ces femmes de l'épicerie générale avaient dit jusqu'à ce qu'elle découvre ce pourquoi elle a vraiment signé. Elle ne savait toujours pas pleinement ce que cela signifiait, mais elle commençait à comprendre que le ranch de Silver Creek n'était pas simplement une maison qui avait besoin d'être gérée. Et Nathaniel Holt n'était pas simplement un homme qui avait besoin d'une gouvernante. Et ses 5 enfants n'étaient pas simplement un problème à organiser. Ils étaient une famille en train de décider s'ils étaient encore une famille. Et d'une manière ou d'une autre, sans le vouloir, Emma Callahan, qui était venue ici comme une transaction, avait commencé à faire partie de cette décision. Elle s'essuya les mains sur le torchon, regarda la fenêtre sombre et essaya de ne pas trop penser à ce que cela pourrait lui coûter quand l'été finirait et que le contrat arriverait à échéance. Elle avait le sentiment, bien qu'elle n'aurait pas pu dire pourquoi, que le coût serait plus élevé que 300 $. Elle avait le sentiment que ce serait le genre de coût que l'on paye avec quelque chose que l'on ne peut pas récupérer. 3 semaines après le début de l'été, Emma avait cessé de compter les façons dont le ranch de Silver Creek essayait de la briser. Elle n'avait pas cessé de les combattre, elle avait juste cessé de compter. Les jours s'étaient installés dans un rythme qui, de l'extérieur, donnait l'impression que les choses fonctionnaient. La cuisine était propre. Les enfants étaient nourris, habillés et présents à table. Rosie avait commencé à descendre seule chaque matin, Bess sous le bras, et à s'asseoir sur la chaise la plus proche de la place d'Emma à table, sans qu'on le lui demande. Thomas avait montré à Emma la sauge, puis, à contre-cœur, la façon dont sa mère faisait la pâte à biscuits, et puis, encore plus à contre-cœur, l'emplacement de la bonne poêle en fonte que quelqu'un avait poussée derrière le bac à farine, pour des raisons que personne ne pouvait expliquer. Mais il y avait un courant sous-jacent que Emma pouvait sentir chaque fois que Nathaniel traversait une pièce. Quelque chose de non résolu. Quelque chose qui était dans cette maison depuis février et qui n'avait pas bougé d'un pouce malgré tout ce qu'elle avait fait. Elle pensait à cela un mardi matin quand Clara entra en courant dans la cuisine si vite qu'elle faillit renverser le café du poêle. « Il y a un homme dans la cour, dit Clara. Sa voix était tendue. Emma se détourna du poêle. « Quel homme? Je ne le connais pas. Il a un manteau chic. Il est arrivé sur un cheval gris et il est juste là, à regarder la maison. » Emma savait déjà avant d'aller à la fenêtre. Silas Dunoray avait exactement l'air d'un homme qui possède une partie de quelque chose et veut que vous vous en souveniez. Il était mieux habillé que quiconque à Silver Creek n'avait de raison de l'être un mardi matin. Et il se tenait dans la cour, les pouces accrochés aux poches de son gilet, ses yeux parcourant la propriété avec la satisfaction lente et possessive d'un homme faisant l'inventaire. Emma posa sa cuillère, défit son tablier et sortit par la porte d'entrée. « Monsieur Dunor. » Elle garda sa voix égale sur les marches du porche. C'est un long chemin à parcourir sans prévenir. Dunor sourit. Il avait le genre de sourire qui était assemblé à partir des bonnes pièces, mais qui sortait quand même mal. « Mademoiselle Callahan, vous avez l'air en forme. La vie au ranch semble vous convenir. Aviez-vous besoin de quelque chose? Je vérifie juste mon investissement. » Il regarda par-dessus son épaule vers la maison. « Holt est là? » « Il est dans les pâturages. » Dommage. Ses yeux revinrent sur elle. « J'attendrai. Il ne sera pas de retour avant le soir. Alors je vais le trouver à cheval. Il ne bougea pas. En fait, mademoiselle Callahan, il y a quelque chose que je voulais discuter avec vous directement.
Ça ne prendra qu'un instant. Emma descendit de la dernière marche du porche et s'arrêta dans la cour, assez près pour ne pas avoir à élever la voix. Alors, discutez-en. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un papier plié. Il le lui tendit. L'arrangement que nous avons fait était pour 6 mois, dit-il. Logement, nourriture, gestion de la maison, en échange de l'annulation de la dette de votre famille. Emma prit le papier. Elle le déplia. C'était une copie du contrat original, avec sa propre signature en bas et une ligne qu'elle n'avait pas mémorisée ou pas lue assez attentivement près du milieu de la deuxième page. Dans le cas où l'une des parties trouverait l'arrangement inapproprié avant la fin de la durée convenue, la partie non payée de la dette impayée reviendra au créancier initial. Elle le lut 2 fois. La dette n'est pas effacée avant la fin des 6 mois, dit-elle. Pas une question. Payée au fil du temps. Dunor acquiesça agréablement. Des versements mensuels, en fait, contre votre service rendu. Vous avez accompli environ 1 mois, ce qui signifie que si vous partiez avant la fin du terme, le montant restant serait toujours dû. Il pencha la tête. Contre la propriété de votre mère. Emma plia le papier. Elle regarda le sourire assemblé de Dunor. Je ne prévoyais pas de partir. Bien sûr que non. Il remit ses mains dans les poches de son gilet. Je voulais juste être sûr que nous étions clairs sur les termes. Une femme dans votre position a tout intérêt à savoir exactement où elle en est. Une femme dans ma position, dit Emma, a tout intérêt à savoir exactement ce qu'un homme comme vous dit vraiment. Elle soutint son regard. Vous avez fait 40 miles pour me rappeler que je ne peux pas partir. Cela signifie que quelqu'un vous a dit que je pourrais vouloir le faire. Quelque chose vacilla dans les yeux de Dunor. Pas tout à fait de l'agacement, plutôt un récalibrage. Il ne s'y attendait pas. Mais respecte Holt, dit-il, et il se retourna vers son cheval. Emma resta dans la cour et le regarda partir. Elle tenait le contrat plié dans sa main et garda son visage impassible jusqu'à ce qu'il ait franchi le portail et soit parti. Puis elle se retourna vers la maison et trouva Thomas debout sur le seuil. Il avait entendu chaque mot. Elle pouvait le voir sur son visage. La façon dont la couleur s'en était retirée pour être remplacée par quelque chose de blanc et de furieux. Il s'agrippait au cadre de la porte d'une main. Il paraissait plus jeune et plus vieux en même temps, comme le font les enfants quand ils apprennent quelque chose sur le monde qu'ils ne devraient pas encore savoir. « Il ne peut pas faire ça, dit Thomas, sa voix tremblait. « Il le peut, Emma monta les marches. Le contrat le dit. Alors le contrat est légal, dit Emma. Désagréable, mais légal. » Elle s'arrêta devant lui. « Thomas, regarde-moi. » Il la regarda. Sa mâchoire se contractait et ses yeux brillaient de quelque chose qu'il était furieux de ressentir. « Je ne pars pas, dit-elle. Pas à cause de lui. Pas à cause d'un contrat. Je ne pars pas parce que je ne veux pas. » Elle fit une pause. « Comprends-tu la différence? » Il la fixa un long moment. Puis il dit, d'une voix pâteuse, « Pourquoi me dis-tu ça? »« Parce que c'est toi qui es là, » dit-elle simplement. « Maintenant, va me chercher plus de bois de chauffage. J'ai besoin que le poêle soit plus chaud. » Il y alla. Il ne dit rien d'autre. Mais quand il revint avec le bois, il le posa soigneusement au lieu de le laisser tomber, ce qui était nouveau. Elle se dit que c'était suffisant. Elle y crut presque. Elle ne parla pas à Nathaniel de la visite de Dunor ce soir-là. Elle y réfléchit en préparant le souper, l'examinant sous différents angles, se demandant si elle le protégeait de quelque chose ou si elle se protégeait elle-même d'avoir cette conversation. Elle ne pouvait pas décider. Alors elle mit le contrat plié au fond de sa malle, posa les biscuits sur la table et regarda Nathaniel à l'autre bout de la cuisine sans rien dire. Il savait que quelque chose n'allait pas. Elle pouvait le voir le sentir de la même manière qu'il avait senti le temps changer sur la route. Ce léger raidissement, ce changement d'attention. Il la regarda 2 fois pendant le souper avec ce regard de côté qui commençait à lui être familier. Et les 2 fois, elle lui rendit son regard avec l'expression neutre qu'elle pratiquait depuis ses 13 ans, quand elle ne voulait pas que sa mère la voie pleurer. Il laissa tomber. Cette nuit-là, il ne laissa pas tomber. Le lendemain matin, elle était dans la cour avant 6 heures, à fendre du petit bois comme elle l'avait promis à Thomas. L'air était encore frais, la lumière encore basse et dorée. Les seuls sons étaient la hache, les oiseaux, et quelque part au loin, un des hommes appelant un autre. Elle avait les manches retroussées,
les cheveux épinglés, et elle travaillait les bûches avec un rythme qui empêchait son esprit de trop travailler sur des choses qu'elle ne pouvait pas réparer. Elle entendit la porte moustiquaire, puis ses bottes sur le porche, puis le bruit de sa traversée de la cour, et elle continua de fendre. Dunor était ici hier, dit Nathaniel. Emma enfonça la hache dans le billot. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle se tourna et lui fit face. Il se tenait à 6 pieds de là, les bras le long du corps, son expression soigneusement contrôlée. Mais elle observait son visage depuis 3 semaines, et elle pouvait maintenant voir au-delà du contrôle. Il y avait quelque chose qui ressemblait à de la colère en dessous, mais elle était dirigée au mauvais endroit. Il n'était pas en colère contre elle. Il était en colère contre lui-même de ne pas avoir été là. « Je m'en suis occupé, dit Emma. Ce n'est pas la question. Ça me semblait être la question. Emma, sa voix avait baissé pour prendre ce ton bas et direct qui signifiait généralement la fin de sa version patiente. Ce n'est pas un homme sûr. S'il est venu ici personnellement pour livrer ce qu'il a livré, c'était pour vous intimider, et j'aurais dû. Quoi? Emma reprit la hache. Être ici le renvoyer toi-même. Elle le regarda. Je ne vais pas courir vers toi chaque fois que quelqu'un veut que je me sente petite, Nathaniel. Je m'en suis occupé. C'est réglé. Qu'a-t-il dit? Elle soutint son regard un instant, puis elle lui parla de la clause du contrat. De tout. Nathaniel devint très immobile. Emma regarda l'immobilité le traverser, la façon dont elle commença à sa mâchoire et descendit par ses épaules jusqu'à ses mains, qui s'étaient lentement refermées le long de son corps. Quand il parla de nouveau, sa voix était calme de cette manière particulière qui était pire que le bruit. Il est venu ici pour te rappeler que tu ne peux pas partir. Il dit, oui, et tu ne m'as rien dit. Je n'étais pas sûr de quoi dire. Tu aurais pu dire exactement ce que tu viens de me dire. Il la regarda, pas de côté cette fois. Droit dans les yeux. Je serais allé le chercher. Je sais. Emma posa la hache. C'est en partie pour ça que je ne te l'ai pas dit. Il absorba cela. Elle pouvait le voir y réfléchir. Cet homme qui portait tout, le passé et le futur, et ne posait jamais rien. Et elle crut voir le moment exact où il comprit ce qu'elle voulait dire. Qu'elle l'avait protégé de la fureur particulière de découvrir que quelqu'un l'avait menacé, parce qu'elle avait vu ce qui arrivait à cette famille quand Nathaniel Holt dépensait son énergie en colère au lieu de vivre. « Ce n'est pas ton travail, dit-il doucement. « Non, acquiesça Emma. Je suppose que non. » Ils restèrent là dans l'air matinal, avec la hache entre eux, et toutes les choses qu'aucun d'eux ne disait, pressant contre l'intérieur du silence. Puis la voix de Rosie vint du porche, claire, petite, pas tant loin. Emma, Bess a faim. Ils se tournèrent tous les deux. Rosie se tenait sur la plus haute marche du porche en chemise de nuit, avec Bess dans ses bras. Ses boucles brunes étaient lâches autour de son visage, et elle regardait Emma avec l'autorité patiente d'une enfant de 4 ans qui ne comprenait pas pourquoi le petit déjeuner n'avait pas encore eu lieu. Emma se retourna vers Nathaniel. Quelque chose s'était brisé dans son expression. Une ligne de faille traversant le milieu de sa surface contrôlée, et en dessous se trouvait le visage d'un homme qui ne s'attendait pas à ce que la voix de sa fille sonne comme ça, comme avant. « Va, dit-il. » Sa voix était rauque, Emma y alla. Elle était à mi-chemin du porche quand elle l'entendit ramasser la hache derrière elle et commencer à fendre du bois avec beaucoup plus de force que ce qui était strictement nécessaire. Elle pensa que c'était probablement bien. La ville de Silver Creek passa à l'action un vendredi. Emma aurait dû le voir venir. Les signes étaient là. Les regards de côté lors de son unique visite à l'épicerie générale, le silence prudent lorsqu'elle s'était approchée du comptoir, le fait qu'Ezra soit revenu de la ville mercredi avec les provisions et ait passé tout le déchargement sans vraiment la regarder dans les yeux. Elle désherbait le potager quand elles arrivèrent. 3 femmes dans un buckboard entrant dans la cour avec la détermination composée d'une délégation. Elle reconnut la femme de Porter, la robe grise, les cheveux bruns, et 2 autres qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle pouvait identifier par leur type. Des femmes qui organisaient des choses importantes, le genre de choses importantes qui concernaient presque toujours les affaires des autres. Emma se leva du jardin, s'essuya les mains et attendit. La femme de Porter, dont Emma apprendrait le nom, Madame Helen Greer, descendit du buckboard avec la grâce exercée d'une femme habituée à faire des entrées. Elle vint se tenir devant Emma avec l'expression de quelqu'un qui avait répété ce qu'elle allait dire et avait l'intention de tout dire.
Mademoiselle Callahan, dit-elle, je vais aller droit au but. Je vous en prie, dit Emma. La communauté s'inquiète de cet arrangement. Madame Greer joignit les mains devant elle. Monsieur Holt est un membre respecté de cette ville. Sa défunte épouse Margaret était très aimée. Il y a un sentiment parmi les femmes de Silver Creek qu'un arrangement de cette nature, une jeune femme célibataire vivant dans la maison d'un veuf, crée un précédent troublant et que les enfants méritent une situation plus formelle. Emma la regarda fixement. Quel genre de situation formelle? La famille Henderson a exprimé sa volonté de prendre les enfants, dit Madame Greer. Temporairement, pendant que Monsieur Holt. Non. Madame Greer cligna des yeux. Pardon? Non, répéta Emma. Elle fut surprise du calme de sa propre voix. Quelque chose s'était immobilisé en elle, de la même manière que lorsqu'elle avait pris le stylo au-dessus de ce contrat. Ces enfants ne vont nulle part. Ils sont chez eux. Ils sont nourris, habillés et aimés, et ils commencent à se retrouver après avoir perdu leur mère. Elle fit une pause. Vous ne les prendrez pas. La deuxième femme intervint. Ce n'est pas à vous de décider. C'est à Monsieur Holt de décider, dit Emma, et je suis confiante quant à sa décision. Monsieur Holt, dit prudemment Madame Greer, ne pense peut-être pas clairement à ce qui est approprié. Ce qui est inapproprié, dit Emma, c'est que 3 femmes viennent sur la propriété d'un homme pour discuter de prendre ses enfants sans lui avoir parlé d'abord. Elle soutint le regard de Madame Greer. Vous voulez soulever une préoccupation? Allez trouver Nathaniel. Je vous dirai exactement où il travaille aujourd'hui. Elle ne bougea pas. Mais je veux que vous compreniez quelque chose avant de partir. Madame Greer attendit. Ces enfants connaissent mon nom, dit Emma. Ils s'assoient à table, ils mangent, ils se disputent et ils dorment toute la nuit. Cette petite fille au bout du couloir a passé 4 mois sans dire plus de 10 mots. Et ce matin, elle m'a appelé depuis le poche. Sa voix resta égale. Elle s'en assura. Vous pouvez remettre en question mon âge. Vous pouvez remettre en question cet arrangement. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur l'apparence de tout ça. Mais vous ne me direz pas que ces enfants seraient mieux ailleurs, parce que vous auriez tort. Et quelque part sous tout ça, je pense que vous le savez. La cour était absolument silencieuse. L'une des autres femmes regardait Emma avec une expression qui avait changé. Pas encore du respect, mais presque. Quelque chose de reconsidéré. Madame Greer regarda Emma un long moment. Quelque chose bougea sur le visage de la femme. Un argument interne auquel Emma n'était pas initiée, puis elle dit très doucement, « Margaret Holt était ma meilleure amie. » Emma absorba cela. « Je sais. Elle aimait ses enfants plus que tout au monde. Je le sais aussi. » Emma ne s'adoucit pas, mais elle laissa quelque chose d'humain dans sa voix. « Je n'essaie pas de la remplacer. Je ne le pourrai jamais. Mais quelqu'un dans cette maison doit être certain, Madame Greer. Et en ce moment, c'est moi qui suis là. » Helen Greer la regarda encore un long moment, puis elle regarda la maison. Ses yeux se levèrent vers la fenêtre du 2e étage où Emma ne le remarquerait que plus tard en y repensant. Rosie se tenait, regardant, avec Bess serrée contre sa poitrine. Quelque chose dans l'expression de Madame Greer s'effondra et se reconstruisit en quelque chose de plus calme. « Je parlerai à Nathaniel, dit-elle finalement. « C'est tout ce que je demande, dit Emma. Elle est partie sans rien dire de plus. Emma resta dans la cour et les regarda partir, se tenant parfaitement immobile jusqu'à ce que le buckboard ait franchi le portail et que la poussière ait commencé à retomber. Puis ses genoux devinrent brièvement peu fiables, et elle posa la main sur le poteau de la clôture et attendit que ça passe. Elle n'avait pas su qu'elle allait dire tout ça avant de le dire. Elle n'avait pas su à quel point elle le pensait avant que les mots ne soient déjà sortis. Elle se tenait à la clôture, la chaleur de l'été pesant sur ses épaules, et elle pensa lentement et avec une grande précision à ce qu'elle venait de s'avouer. Ses enfants n'étaient plus une mission. Ils étaient des siens. Pas par contrat, pas d'une manière qu'elle pouvait expliquer à Silas Dunory, ou à Helen Greer, ou à quiconque voulait parler d'arrangement et de situation formelle. Simplement les siens, de la manière dont quelque chose devient vôtre quand vous vous en êtes inquiété dans le noir, que vous l'avez tenu quand il avait peur et que vous avez appris le poids particulier de cela dans vos bras. Elle était toujours à la clôture quand Thomas arriva du côté de la maison avec un seau à la main et s'arrêta net à la vue de son visage. « Que s'est-il passé? » dit-il immédiatement. « Des femmes de la ville, dit Emma.
C'est réglé. Thomas posa le seau. Quelle femme! Madame Greer, deux autres. Elle regarda son visage passer par la reconnaissance, puis par quelque chose de plus froid. Elle est venue ici. Sa voix était devenue très calme. Elle est venue ici pour nous prendre. Elle est venue d'ici pour en parler. Emma se détourna de la clôture pour lui faire face. J'ai répondu. Il la fixa. Puis, sans prévenir, son sang-froid se brisa. L'armure de 14 ans qu'il portait si soigneusement se fendit en deux. Et ce qui en sortit n'était pas de la colère, mais de la peur, brute, exposée et réelle. « S'il ne peut pas prendre Rosie, dit-il. » Sa voix se brisa sur le nom. Elle vient juste de commencer à aller mieux. Thomas Emma s'avança et posa la main sur son bras. Il se raidit une seconde, comme le font les garçons qui n'ont pas été touchés depuis longtemps et ne savent pas quoi en faire. Écoute-moi. Personne ne prend personne. Tu m'entends? Je me tiendrai dans cette cour tous les jours s'il le faut. Il regarda sa main sur son bras, puis son visage. Pourquoi? Dit-il, et c'était la vraie question. Pas à propos de Madame Greer, pas à propos de la ville, mais à propos d'elle. À propos de pourquoi Emma Callahan, qui était venue ici comme une transaction, se tenait dans cette cour comme si c'était une colline pour laquelle il valait la peine de mourir. Emma n'avait pas de réponse claire pour lui. Alors elle lui donna la vraie. Parce que c'est important, dit-elle, et parce que vous êtes tous importants. Hein? Et parce que quelqu'un dans cette maison doit agir comme s'il le savait. Et en ce moment, c'est moi qui suis là. Thomas la regarda un long moment. Sa mâchoire se contracta. Ses yeux étaient humides et il en était furieux. Puis il ramassa son seau et dit, d'une voix rauque, « Je vais le dire à papa. »« Dis-lui, » dit Emma. Il partit. Elle se retourna vers la clôture et l'été ouvert du Kansas et essaya de se ressaisir avant que Nathaniel ne rentre des pâturages. Elle y parvint en grande partie. Mais ce soir-là, quand Nathaniel vint la trouver dans la cuisine après que les enfants furent couchés, son visage portant tout ce que Thomas lui avait dit, et quelque chose d'autre en dessous, encore plus ancien et plus compliqué, elle le regarda à travers la table et sentit la dernière de son armure se taire. Il s'assit. Il posa ses mains à plat sur la table. Il la regarda de la même manière qu'il avait regardé sa fille endormie depuis le seuil de la grange, comme quelque chose qu'il ne s'était pas permis de vouloir depuis très longtemps et dont il n'était pas sûr d'avoir le droit. « Emma, dit-il, Nathaniel, je vous dois... Vous ne me devez rien. Je vous dois une conversation honnête. » Il soutint son regard. Une que j'aurais dû avoir il y a 3 semaines. Elle s'assit en face de lui. La cuisine était silencieuse. La machine au-dessus d'eux était silencieuse. Dehors, la nuit d'été faisait ses bruits réguliers, grillons, vent, le meuglement lointain d'une vache. « Alors, ayez-la, dit-elle. » Il resta silencieux un moment, comme un homme rassemblant quelque chose de très loin. « Margaret est partie depuis 6 mois, dit-il, et j'ai... » Il s'arrêta, reprit. « J'ai essayé de maintenir tout ça en me tenant en quelque sorte à l'extérieur. En rentrant, en faisant ce qui doit être fait, en repartant, parce que si je... » Sa mâchoire se serra, si je m'arrêtais de bouger, je pensais que je ne pourrais pas recommencer. Emma ne parla pas. « Et puis vous êtes entré dans cette cour, dit-il, et vous avez répondu à mon fils de 14 ans comme s'il était un homme qui valait la peine de se disputer. Et vous vous êtes assise par terre avec ma fille jusqu'à ce qu'elle vous fasse assez confiance pour dire un mot. Et vous vous êtes tenu dans ma cour aujourd'hui et avez dit à Helen Greer en face que mes enfants n'iraient nulle part. » Il fit une pause. « Et je suis assis ici en ce moment, essayant de comprendre comment. » Il s'arrêta. Emma attendit. Comment dire merci? Il termina sans que cela sonne comme ce que c'était vraiment. « Qu'est-ce que c'est vraiment? » demanda prudemment Emma. Il la regarda longuement à travers la table de la cuisine, avec la maison silencieuse autour d'eux et l'été pressant aux fenêtres. « Je ne sais pas encore, dit-il honnêtement. Mais ce n'est pas rien. » Emma soutint son regard. Son cœur faisait quelque chose auquel elle ne lui avait pas donné la permission. « Non, dit-elle doucement, ce n'est pas rien. » Ils restèrent avec ça un moment. 2 personnes de chaque côté de quelque chose qui n'avait pas encore de nom clair. Quelque chose qui s'était construit pendant 3 semaines dans les cuisines et les cours, les trajets en chariot et les granges sombres par temps d'orage. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait demandé et que ni l'un ni l'autre n'était prêt à arrêter.
Puis Nathaniel dit, d'une voix qui s'efforçait de rester égale. Le contrat de Dunor. Emma s'immobilisa. Je le déchire, dit-il. Je réglerai la dette avec votre mère moi-même, directement. Vous n'êtes pas ici à cause de ce papier. Plus maintenant. Emma le fixa. Nathaniel, je suis sérieux. Ses yeux étaient fixes. Tu es ici parce que je veux que tu sois ici. Parce que cette famille a besoin de toi ici. C'est le seul arrangement que je suis prêt à avoir. Le silence qui suivit fut la chose la plus assourdissante dans laquelle Emma se soit jamais assise. Elle ouvrit la bouche. Elle avait une réponse pratique prête sur l'argent, sur ce que cela signifiait, sur ce qu'il offrait et ce que cela lui coûterait. Mais ce qui sortit fut juste, d'accord. Il hocha la tête une fois. Il se leva. Il alla se coucher. Emma resta seule à la table de la cuisine longtemps après, avec la nuit d'été autour d'elle et la voix de Nathaniel Holt encore dans la pièce. Et elle pensa à une fille qui avait pressé sa main à plat contre un papier pour l'empêcher de trembler. Et à quel point elle était loin de ce matin-là, et comment elle avait complètement marché, sans le vouloir, sans le savoir, sans aucune carte, jusqu'au centre exact de quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de mots. Elle ne dormit pas pendant longtemps. Quand elle le fit, elle rêva d'une fille signant son nom sur une ligne. Dans le rêve, la fille souriait. Le matin après que Nathaniel eut déchiré le contrat de Dunor, Emma se réveilla avant l'aube. Elle resta dans le noir pendant 5 bonnes minutes, se demandant à quoi exactement elle avait consenti. Pas la partie pratique. Elle comprenait la partie pratique. Il paierait la dette de sa mère directement. Le contrat était nul. Elle n'était plus liée par quoi que ce soit d'écrit sur papier. Cette partie était claire. Ce qui n'était pas clair, c'était par quoi elle était liée à la place. Et si elle avait le bon sens d'en avoir peur. Elle se leva. Elle descendit. Elle fit du café et se tint à la fenêtre de la cuisine, regardant la première lumière du jour se lever sur la crête. Et elle pensa à la voix de Nathaniel la veille au soir. « Tu es ici parce que je veux que tu sois ici. » Et elle décida que la chose la plus honnête qu'elle pouvait faire était d'agir comme si rien n'avait changé jusqu'à ce qu'elle sache ce qui avait changé. C'est donc ce qu'elle fit. Elle prépara le petit déjeuner, elle appela les enfants, elle fit le compromis entre qui elle avait été hier et qui elle soupçonnait de devenir. Et elle tint cette ligne comme on tient un poteau de clôture dans un sol humide, à 2 mains, et sans garantie qu'il tiendrait. Nathaniel entra de la grange à 5h30, comme toujours. Il se versa son café, comme toujours. Il s'assit à table et dit bonjour aux enfants, comme toujours. Il regarda Emma une fois à travers la cuisine, et dans ce regard se trouvait tout ce qu'ils avaient dit la veille au soir, et aussi l'accord mutuel et tacite de ne pas le redire pour l'instant. Emma posa son assiette devant lui. « Merci, dit-il. »« De rien, dit-elle. » Clara regarda entre eux avec les yeux perçants d'une fillette de 11 ans qui ne manquait rien et classait tout pour plus tard. Elle ne dit rien, mais Emma surprit son expression et la reconnut. C'était l'expression de quelqu'un qui regarde une porte qui a été fermée pendant longtemps commencer très lentement à s'ouvrir. Le changement dans la maison ne fut pas spectaculaire. C'était la chose à laquelle Emma ne s'attendait pas. Ce changement, le vrai changement, celui qui compte, n'arrive pas comme une tempête. Il arrive comme la lumière change en juillet, si progressivement que vous levez les yeux un après-midi et réalisez que tout semble différent, et vous ne pouvez pas dire exactement quand c'est arrivé. Thomas cessa d'attendre qu'on lui dise les choses. Il commença à demander. Il vint voir Emma un matin alors qu'elle pétrissait du pain et dit sans préambule. Ezra dit que la clôture est à besoin d'être réparée avant la rotation du bétail la semaine prochaine. Papa n'a rien dit à ce sujet. Devrais-je en parler ou simplement le faire? Emma continua de travailler la pâte. Qu'en penses-tu? Je pense que je devrais juste le faire, mais je ne veux pas... Il s'arrêta. Dépasser les bornes, dit Emma. Il devient... Thomas fit une autre pause, choisissant ses mots avec soin. Il devient silencieux quand quelqu'un fait quelque chose qu'il pense qu'il aurait dû faire lui-même. Emma se tourna pour le regarder. Il se tenait sur le seuil de la cuisine, les pouces dans les passantes de sa ceinture, la posture d'un garçon essayant de se tenir comme un homme. Et elle pensa à ce que cela lui avait coûté, tous ces mois à gérer tout et tout le monde, à combler les vides que son père avait laissés quand le deuil avait mis la plupart de Nathaniel hors service. « Dis-le lui ce soir, dit Emma. Dis-lui que tu l'as remarqué et demande-lui s'il veut ton aide. Ne le fais pas simplement.
Thomas fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que ton père a besoin de se sentir utile dans sa propre maison, dit doucement Emma. Il a été ailleurs pendant 6 mois. Il commence à revenir. Laisse-le revenir à quelque chose. Thomas resta silencieux un moment. Puis il semblait réticent à le dire. C'est ce que maman faisait. Elle lui trouvait des choses à réparer. Elle disait qu'il pensait mieux quand ses mains travaillaient. Emma regarda la pâte à pain. On dirait qu'elle était une femme intelligente. Elle l'était. Sa voix était simple, plus étranglée par le chagrin, juste honnête. Comme si parler de Margaret Holt était passé d'une blessure à un fait. Cela seul valait plus que ce qu'Emma pouvait mesurer. Il parla de la clôture à Nathaniel au souper. Nathaniel le regarda un long moment et Emma vit quelque chose passer entre eux, une reconnaissance calme et significative. Et puis Nathaniel dit, « Viens avec moi samedi, nous l'évaluerons ensemble. » Thomas hocha la tête. Il prit sa fourchette. Emma vit ses épaules s'abaisser d'une fraction de pouce, comme le font les épaules quand un poids se lève. Sous la table, Rosie pressa son pied contre celui d'Emma, ce qui était sa façon d'indiquer sans mots qu'elle était satisfaite de la tournure des événements. Emma pressa en retour. Le deuxième changement vint d'une direction qu'Emma n'avait pas anticipée. Helen Greer. Elle vint seule cette fois, un mercredi matin, sans buckboard ni délégation. Juste un cheval, un panier sur le bras et une expression qui avait laissé ses qualités répétées quelque part sur la route de la ville. Emma la rencontra dans la cour. « Je ne resterai pas longtemps, dit Madame Greer. Elle tendit le panier. « J'ai apporté des conserves. Les enfants aimaient les conserves de mûres de Margaret, et j'en ai fait en plus cette année, et... » Elle s'arrêta, serra brièvement les lèvres. « Je suis venue m'excuser, mademoiselle Callahan. » Emma prit le panier. « Vous n'avez pas à le faire. »« Si. » Madame Greer la regarda fixement. Pas le regard évaluateur de leur première rencontre, mais quelque chose de plus direct et de plus fatigué. « Je me suis comporté comme si votre présence ici était le problème. » Ce n'était pas le cas. J'étais une autre pause. J'étais en deuil et je l'ai mal dirigé. Margaret me l'aurait dit elle-même, et bruyamment. Emma regarda la femme. Cette femme qui avait conduit un buckboard dans la cour 3 semaines auparavant, avec les meilleures et les pires intentions mêlées, qui avait été la meilleure amie de Margaret Holt, qui s'était probablement assise dans cette cour 100 fois avant qu'Emma n'existe et n'avait pas encore de langage pour décrire à quoi ressemblait la cour avec une étrangère. On dirait qu'elle était directe, dit Emma. La bouche d'Helen Greer se courba, brève et triste. Insuffrablement. Ça me manque tous les jours. Elle regarda la maison. Comment vont-ils, vraiment? Emma considéra la réponse honnête. Thomas apprend à demander de l'aide au lieu de simplement porter les choses. Clara va diriger quelque chose un jour. Je ne suis juste pas sûr de quoi. Les jumeaux ont cassé 2 poteaux de clôture la semaine dernière, mais ils se sont sentis très mal, ce que je considère comme un progrès. Et Rosie, elle s'arrêta. Madame Greer observait son visage. Rosie a chanté hier, dit Emma. Juste quelques mots, une chanson que Margaret devait lui chanter. Elle était dans la cuisine et je l'ai entendue, et je suis resté dans le couloir sans bouger parce que je ne voulais pas qu'elle s'arrête. Helen Greer pressa 2 doigts contre sa bouche. Elle ne parla pas un instant. C'est la meilleure chose que j'ai entendue, dit-elle finalement, d'une voix qu'elle maintenait avec soin. En 6 mois. Emma hocha la tête. Je pensais que vous voudriez savoir. Madame Greer se redressa. Elle lissa le devant de sa robe à 2 mains, un geste de composition, délibéré et exercé. S'il y a quoi que ce soit dont cette maison a besoin de la ville, mademoiselle Callahan, j'aimerais être la personne à qui vous le demandez. Emma la regarda. C'est une offre généreuse. C'est une offre pratique. Le menton de Helen Greer était levé. Margaret me entrait sinon. Elle se retourna vers son cheval. « Bonjour, mademoiselle Callahan. »« Bonjour, madame Greer. » Emma resta dans la cour avec le panier de conserve de mûres et regarda Helen Greer repartir vers Silver Creek. Elle pensa que le deuil faisait quelque chose d'intéressant aux gens. Soit il les rendait plus petits, soit il les rendait honnêtes. Et parfois, s'ils en avaient assez en eux, ils finissaient par les rendre les deux. Elle rentra les conserves. Ce soir-là, au souper, quand elle posa un pot sur la table, Thomas vit l'étiquette et devint très immobile. Emma le regarda reconnaître l'écriture. Celle de Margaret, probablement, d'un pot d'une année précédente, encore dans la cave. Puis il réalisa que ce n'était pas celle de Margaret, similaire, mais différente.
Quelqu'un qui avait prêté une attention particulière. C'est Madame Greer qui les a faites. Emma dit, elle les a apportés ce matin. Thomas regarda le pot un moment, puis il leva les yeux vers son père. Nathaniel regardait aussi le pot avec l'expression qu'il prenait quand quelque chose dépassait sa surface contrôlée et atteignait la partie de lui qui n'était pas encore complètement revenue. Elle les fait de la même manière, demanda Daniel. Lui et James avaient l'intérêt purement pratique de garçons de 8 ans pour qui les conserves de mûres étaient simplement des conserves de mûres. Ouvre-le et dis-moi, dit Emma. Daniel souleva le couvercle avec l'enthousiasme de quelqu'un à qui on avait donné la permission de détruire quelque chose de petit. Il y plongea immédiatement le doigt, comme il le faisait toujours avant qu'Emma ne puisse suggérer une cuillère. Pareil, annonça-t-il. James vérifia cela par la même méthode. Meilleur, peut-être. On ne peut pas savoir avec le doigt, dit Clara. J'ai un très bon doigt, dit James sérieusement. La table éclata dans le genre particulier de dispute qui n'est pas vraiment une dispute. Le genre où tout le monde rit sous l'indignation. Emma tendit la main et poussa le pot vers le centre de la table, croisant le regard de Nathaniel au passage. Il observait la table avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Ouverte, sans garde, presque déconcertée. Comme un homme qui s'était préparé à un impact pendant si longtemps que l'absence soudaine de celui-ci était son propre genre de choc. Elle détourna le regard avant qu'il ne la surprenne à le regarder. Plus tard devint son propre problème. Cela commença petit, comme les choses le font quand on vit en étroite collaboration avec quelqu'un, et que les limites que vous avez tous deux établies au début commencent à s'estomper sur les bords. Il commença à rentrer de la grange plus tôt. Pas beaucoup, 20 minutes, une demi-heure. Mais elle le remarqua parce qu'elle remarquait tout dans cette maison, ce qui avait changé et ce qui n'avait pas changé. Il commença à s'asseoir à table après le souper avec son café au lieu de le prendre sur le porche. Il commença à parler aux enfants au dîner au lieu de pendant le dîner. Demandant à Thomas des nouvelles de l'évaluation de la clôture. Demandant à Clara des nouvelles de la lettre qu'elle écrivait à son ami d'école à Abilene. Posant aux jumeaux des questions dont il connaissait déjà les réponses, juste pour les entendre répondre. Il revenait. Elle pouvait le voir se produire. Et la partie à laquelle elle ne s'était pas préparée était à quel point cela la touchait. Le moment où il devint impossible de l'ignorer arriva un jeudi soir, 10 jours après le contrat. Emma était à la table de la cuisine après que les enfants furent couchés, travaillant sur les comptes de la maison. La comptabilité réelle, celle qu'elle avait reprise après que Nathaniel lui eut montré, avec une légère gêne, le désordre complet dans lequel son registre des dépenses était tombé depuis février. Elle avait le registre ouvert et un crayon à la main, et elle travaillait sur 3 mois de dépenses non enregistrées quand elle entendit ses bottes dans les escaliers. Il entra dans sa cuisine, la vit à table, et s'arrêta. « Tu es encore debout, dit-il. »« Les comptes, dit-elle sans lever les yeux. Quelqu'un a laissé 4 mois d'achat d'aliments non enregistrés. J'étais... » Il fit une pause. « Occupé. »« Je sais. » Elle fit une marque dans le registre. « C'est presque réglé. Assieds-toi. Je dois te poser des questions sur 2 achats au moulin en mai que je ne peux pas identifier. » Il s'assit. Il regarda le registre de l'autre côté de la table. Il répondit à ses questions. Les achats au moulin étaient pour du bois qu'il avait acheté pour renforcer le toit de la grange avant l'été, payé en 2 versements. Elle enregistra les réponses et il la regarda écrire avec l'expression qu'elle essayait de ne pas remarquer qu'il portait ces derniers temps. « Tu as un bon sens des chiffres, dit-il. Mon père me l'a appris. » Elle continua d'écrire. Il disait qu'une femme qui ne peut pas lire ses propres comptes est une femme qui peut être trompée. Homme intelligent. Très. Elle ferma le registre. Il est mort il y a 2 ans. C'est pour ça que la ferme avait des difficultés. Il gérait tout et il n'a pas appris à maman à temps. Elle le dit simplement, sans drame, parce qu'elle avait fait la paix avec ça, comme on fait la paix avec quelque chose qu'on ne peut pas changer, complètement et lentement et non sans coup. Nathaniel resta silencieux un moment. « Je suis désolé. Merci. » Elle leva les yeux vers lui. « Je ne le dis pas pour la sympathie. Je le dis pour que tu comprennes que je sais à quoi ça ressemble quand une famille perd la personne qui la tient ensemble. Je sais à quoi ressemble l'après. » Il soutint son regard. « C'est pour ça que tu es encore là. Après tout ce que Dunor a fait, après que Helen Greer soit venue avec sa délégation, après tout ce que cette maison t'a fait subir, Nathaniel, c'est pour ça? » Emma posa son crayon. Elle regarda cet homme honnête,
difficile, usé par le deuil, avec ses regards de côté prudents et ses enfants qui recommençaient à rire. Et elle décida que si elle devait vivre dans cette maison et être fidèle à ce qu'elle disait, elle devrait arrêter de prétendre qu'elle ne connaissait pas la réponse à cette question. Non, dit-elle, ce n'est pas pour ça. Il attendit. Je reste parce que je le veux, dit-elle. Parce que c'est... Elle s'arrêta, reprit. Parce que quand je suis ici, j'ai l'impression d'être sur un terrain qui vaut la peine d'être défendu, et je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. Elle fit une pause. C'est tout. Il la regarda un long moment. Puis il dit très doucement, « Ce n'est pas une petite chose. » Non, acquiesça Emma, ce n'est pas le cas. Ils restèrent avec ça. La cuisine autour d'eux était chaude et calme, la lampe basse, le registre des comptes fermés entre eux. Et Emma pensa avec une clarté qui la surprit qu'elle s'était assise à une table une fois et avait signé son nom sur une ligne, pensant qu'elle donnait son avenir. Et elle s'était trompée. Elle ne le donnait pas. Elle l'envoyait quelque part où elle ne savait pas comment le trouver seul. Elle l'avait trouvé ici dans cette cuisine, dans cette maison. Elle l'avait trouvé dans le poids d'une fillette de 4 ans, pressant son pied contre celui d'Emma sous une table de souper, et dans un garçon de 14 ans expliquant l'usage correct de la sauge, et dans la manière spécifique dont un homme la regardait de l'autre côté d'une pièce quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Elle regardait toujours. C'est alors que Dunor revint. Pas en personne, pire qu'en personne, une lettre livrée par un cavalier un vendredi matin, alors que Nathaniel était sorti. Et Emma était la seule adulte sur la propriété. Elle reconnut l'écriture sur l'enveloppe avant de l'ouvrir et ressentit la même clarté froide qu'elle avait ressentie la première fois qu'il s'était tenu dans cette cour. Elle l'ouvrit. Elle ne lui était pas adressée. Elle était adressée à Nathaniel. Et elle la lut parce qu'elle avait été ouverte. Délibérément ouverte, réalisa-t-elle, le sceau brisé proprement, ce qui signifiait que quiconque l'avait livrée avait l'intention qu'elle la lise. C'était de la marque particulière de la cruauté de Dunor. Il faisait les choses dans l'ordre qui causait le plus de dégâts. La lettre avait 3 parties. La première était un rappel poli que l'arrangement de dette initiale, celui que Nathaniel croyait avoir réglé en déchirant le contrat, n'avait en fait pas été réglé parce que Dunor avait enregistré une hypothèque secondaire sur la propriété des Callahan au bureau du registraire du comté avant que l'arrangement ne soit jamais présenté à Emma. La déchirure du contrat annulait son accord avec Holt, mais l'hypothèque restait. La deuxième était une déclaration selon laquelle la mère d'Emma avait reçu un avis de procédure de saisie, effective dans 30 jours, contre la propriété de Millfield. La troisième était une offre. Nathaniel pouvait empêcher la saisie en rachetant l'hypothèque directement. Le prix était le double de la valeur de la propriété. Emma lut la lettre 2 fois. Elle la plia. Elle s'assit sur la chaise de la cuisine, fixa le mur du fond et se laissa sentir, pendant exactement 60 secondes, tout le poids de la situation. La façon dont il avait planifié cela, la façon dont il l'avait laissé croire que le contrat était terminé, l'avait laissé ressentir le soulagement. Laisser Nathaniel ressentir la dignité de l'avoir réglé, puis attendu le moment où cela ferait le plus mal pour lui retirer le tapis sous les pieds. 60 secondes. Puis elle se leva. Elle devait le dire à Nathaniel. Elle devait le lui dire avant que sa mère ne reçoive quoi que ce soit d'autre de Dunor. Avant que 30 jours ne deviennent 29, puis 15, elle devait lui dire la vérité. Toute la vérité. A compris la partie qu'elle n'avait pas dite, à savoir que la propriété de sa mère était la seule chose qui empêchait Catherine Callahan de se retrouver sans abri. Elle était à mi-chemin de la porte quand Thomas la franchit. Il vit son visage et s'arrêta. Que s'est-il passé? Emma lui tendit de la lettre. Elle le regarda la lire. Elle regarda son visage passer par la même séquence que le sien. Compréhension, puis fureur froide, puis l'immobilité particulière de quelqu'un décidant quoi faire de sa fureur. Il a planifié ça, dit Thomas. Oui, depuis le début. Depuis le début. Thomas leva les yeux de la lettre. Ses yeux étaient très fixes. Il ressemblait à ce moment moins à un garçon de 14 ans qu'à l'homme qu'il était en train de devenir. Je vais trouver papa. Thomas, je vais le trouver. Il bougeait déjà. Ne va nulle part. Il était sorti et sur un cheval en moins de 2 minutes. Emma n'avait pas fini de réfléchir à l'opportunité de le suivre qu'il était déjà parti. Elle retourna à la cuisine. Elle posa la lettre sur la table.
Elle mit la bouilloire sur le feu parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Et elle se tint près du poêle et pensa à sa mère. La petite et fatiguée Catherine Callahan dans la maison où Emma avait grandi, recevant un avis de la main de Dunor, et ne comprenant presque rien de ce que cela signifiait légalement, mais comprenant tout ce que cela signifiait de la manière qui comptait. Elle pensa à l'expression sur le visage de sa mère le matin où Emma était partie, les mains sur le cadre de la porte, l'incapacité de parler. Emma pressa sa main à plat sur le comptoir, de la même manière qu'elle l'avait pressé sur ce contrat, et elle se fit d'une promesse qui n'avait rien à voir avec Nathaniel Holt ou le ranch de Silver Creek ou quoi que ce soit décrit sur un quelconque morceau de papier. Elle n'allait pas laisser Dunor gagner, quel qu'en soit le coup. Nathaniel rentra des pâturages 45 minutes plus tard, avec Thomas juste derrière lui, tous deux se déplaçant au rythme de gens qui ont beaucoup chevauché et n'ont pas encore ralenti dans leur tête. Nathaniel prit la lettre sur la table avant de s'asseoir. Il la lut debout. Thomas se tenait sur le seuil. Le silence dans la cuisine était du genre particulier qui précède une décision. Nathaniel posa la lettre. Il regarda Emma. « Quand est-ce arrivé? »« Ce matin, pendant que tu étais dehors. Tu l'as lue. Elle était déjà ouverte. » Emma soutint son regard. « Il voulait que je la lise avant toi. Il pensait que ça... » Elle a fait une pause. « Il pensait que ça me ferait plier. » Nathaniel regarda de nouveau la lettre. « La propriété de ta mère. Oui. Et si je rachète les hypothèques, il gagne 2 fois. » Emma dit. « Il obtient l'argent et il obtient la satisfaction. » Je me fiche de sa satisfaction. La voix de Nathaniel était très calme. « Ce qui m'importe, c'est que ta mère perde sa maison. » Emma le fixa. « Nathaniel, c'est le double de la valeur de la propriété. Tu ne peux pas... » « J'irai à Silver Creek lundi matin, dit-il. Parler à la banque, regarder les titres de propriété. » Il plia la lettre. « Que rapporte la propriété de ta mère? »« 20 acres, bonne terre, un puits. » La voix d'Emma semblait étrange dans sa gorge. « Nathaniel, tu ne peux pas mettre ce ranch en danger pour... » « Je ne mets rien en danger. » Il posa la lettre sur la table et la regarda pleinement, directement, sans angle. « Je fais ce qui doit être fait. C'est tout. » Il fit une pause. C'est tout ce que c'est toujours. Emma se tenait de l'autre côté de la table et sentit quelque chose céder en elle qu'elle avait gardé rigide pendant très longtemps. Pas un effondrement. Elle ne s'effondra pas, mais céder comme le sol cède sous quelque chose de lourd, s'installant dans une forme nouvelle et permanente. Thomas les regardait depuis le seuil. Emma lui jeta un coup d'œil. Il regardait son père avec une expression qu'elle reconnut. L'expression d'un garçon qui attendait depuis longtemps de voir son père redevenir lui-même et qui était en train de le voir se produire. « Papa, dit Thomas. » Nathaniel se tourna. « La clôture était prête, dit Thomas, quand tu voudras la vérifier. » Nathaniel regarda son fils un moment. Quelque chose passa entre eux, sans mots, chargé, le genre de communication qui n'existe qu'entre des gens qui ont porté le même poids pendant longtemps et qui le posent enfin, lentement, ensemble. « Demain, dit Nathaniel, aux premières lueurs. » Thomas hocha la tête. Il s'écarta du cadre de la porte et monta. Emma commença à débarrasser la table. Ses mains étaient stables. Elle n'allait pas les laisser être autrement. Elle empila les tasses, ramassa la lettre et la posa sur l'étagère où elle gardait les papiers de la maison. Et elle fit tout cela sans regarder Nathaniel. Il n'avait pas bougé de la table. « Emma, dit-il. » Elle se tourna. Il la regardait avec la même expression qu'il avait eue dans la cuisine 10 jours auparavant. Ouverte, sans garde, légèrement déconcertée, mais plus proche maintenant, moins retenue. Comme si la porte qui s'ouvrait s'était ouverte d'1 degré de plus. « Je suis content que Thomas me l'ait dit, dit-il donc. À propos de la clôture, à propos d'être allé me chercher aujourd'hui. » Il fit une pause. « Il a dit que tu lui avais dit de venir. » Je lui ai tendu la lettre, Emma dit. Il a pris sa propre décision. Pourtant, elle attendit. Tu les rends plus courageux. Il dit, tous, tu es... Il s'arrêta et elle put le voir chercher le mot. Cet homme qui travaillait par action et non par langage, qui communiquait mieux avec ses mains et sa présence qu'avec des phrases. Tu rends cette famille à nouveau courageuse. Et je veux que tu saches que je le vois. Emma le regarda. Je le vois aussi, dit-elle doucement. Je le vois en toi. Il resta immobile. La cuisine était immobile, et dans la pièce au-dessus d'eux, elle pouvait entendre très faiblement, presque trop faiblement,
pour être sûr que c'était réel, le son fin et doux d'une fillette de 4 ans chantant 2 lignes d'une chanson qu'elle avait apprise de sa mère. Encore et encore dans la pénombre, comme une petite lumière maintenue vivante contre la nuit. Aucun d'eux ne bougea. Ils écoutèrent simplement. Et ça, pensa Emma, ce petit son courageux du bout du couloir à l'étage, c'était à ça que ressemblait la victoire. Pas net, pas facile, pas comme elle avait imaginé quoi que ce soit depuis la cour d'une maison à Millfield, Kansas, avec un stylo à la main et toute sa vie sur une ligne. Mais réelle, chaleureuse et sienne. Rosie chantait encore quand Emma alla finalement se coucher cette nuit-là. Pas comme un enfant chante quand il veut être entendu. Comme un enfant chante quand il a oublié d'avoir peur, doucement pour lui-même dans le noir, parce que le son est un réconfort et que le monde a commencé à sembler assez sûr pour le faire. Emma était allongée dans sa chambre, le son traversant le mur, et fixait le plafond. Elle pensait à la lettre de Dunor sur l'étagère en bas, à Catherine Callahan dans une maison à 40 miles au sud, et aux mains de Nathaniel Holt à plat sur la table de la cuisine disant « Je ferai ce qui doit être fait », comme si c'était la phrase la plus simple de la langue française. Elle ne dormit pas bien. Mais pour la première fois depuis son arrivée au ranch de Silver Creek, l'insomnie n'était pas de la peur. C'était tout autre chose. Quelque chose qui ressemblait inconfortablement et indéniablement à de l'espoir. Nathaniel partit pour Silver Creek aux premières lueurs du lundi matin. Il le dit à Emma au petit déjeuner de manière directe et brève. Il allait à la banque. Il serait de retour dans l'après-midi. Thomas était responsable des garçons et Clara savait où tout se trouvait. Il le dit de la même manière qu'il disait tout ce qui était pratique. Et puis il regarda Emma et ajouta « Je m'arrêterai au bureau du télégraphe. J'enverrai un message à ta mère. Je lui dirai d'attendre une lettre de moi directement. » Emma ne lui avait pas demandé de faire ça. « Nathaniel, elle va s'inquiéter, dit-il simplement. Elle devrait savoir que quelqu'un s'en occupe. » Il partit avant qu'elle ne puisse argumenter. Clara apparut au coude d'Emma environ 4 secondes après la fermeture de la porte. « Il est allé s'occuper de Dunor, n'est-ce pas? Il est allé à la banque. C'est la même chose. » Clara prit un biscuit et l'évalua avec la gravité de quelqu'un menant une affaire officielle. « Thomas m'a parlé de la lettre. Bien sûr qu'il le fait. Thomas me dit tout. À la fin, il fait juste semblant de ne pas le faire. » Clara regarda Emma de côté, le même regard de côté que son père. Emma l'avait remarqué il y a des semaines. Quelque chose d'irrité dans l'angle. « As-tu peur? » Emma considéra la réponse honnête. Un peu. De Dunor. De ce que ça coûte de l'arrêter? Elle regarda Clara. C'est ça le truc avec les hommes comme Dunor. Ils ne veulent pas vraiment l'argent. Ils veulent que tu sentes le poids de choisir entre des choses qui comptent. Clara resta silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu vas choisir? Je vais choisir cette maison, dit Emma, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Clara la regarda un long moment avec ses yeux perçants de fillette de 11 ans. Puis elle posa le biscuit et dit « Je vais aller m'assurer que les jumeaux n'ont rien fait au poulet. » Elle partit. Emma se tint à la fenêtre de la cuisine, regarda le matin et attendit. L'attente était la partie la plus difficile. C'était toujours le cas. Thomas géra la matinée avec la compétence précise et contenue de quelqu'un qui s'était entraîné pour exactement ce genre de responsabilité pendant des mois. Il fit faire aux jumeaux un travail réellement utile à 8 heures, un exploit qu'Emma n'avait pas encore pleinement accompli. Et il vérifia les abreuvoirs, la clôture du jardin, et revint dans la cuisine à 10 heures pour faire un rapport sur tout cela, comme un contremaître donnant un résumé de travail. Emma le regarda par-dessus le rapport. « Tu sais, tu n'as pas à rendre compte de tout. Je veux le faire, dit-il. Je veux qu'il revienne et sache que tout s'est bien passé. » Emma comprit. « Il le saura, dit-elle. Il le sait déjà. » La mâchoire de Thomas se contracta brièvement. « Et si la banque ne veut pas, alors nous trouverons un autre moyen. » « Quel autre moyen? » Emma croisa son regard. « Je ne sais pas encore, mais j'ai découvert que si tu es prêt à continuer à chercher, il y en a généralement un. » Elle fit une pause. « Ton père est prêt à continuer à chercher. Moi aussi. C'est suffisant. » Il resta là un moment. Ce garçon qui avait porté le poids de cette famille sur son dos de 14 ans depuis février. Et Emma put voir le moment exact où il décida non pas de poser le poids, mais de le partager, de le laisser être réparti sur plus d'une paire d'épaules. C'était un petit moment, du genre qui ne fait pas de bruit.
Mais Emma avait prêté attention aux petits moments depuis assez longtemps pour savoir que c'était ceux qui duraient. Nathaniel revint à 2 heures de l'après-midi plus tôt que prévu. Emma entendit le cheval dans la cour, vint à la porte et lut son visage avant qu'il ne descende de selle. Composé, délibéré, le regard d'un homme qui avait fait une chose difficile et en était sorti de l'autre côté. Il entra dans la cuisine. Il s'assit. Il accepta le café qu'Emma lui tendit sans commentaire. Alors, dit Emma, l'hypothèque est levée, dit-il. Emma posa la cafetière. Comment? Henderson, à la banque. Il enroula ses mains autour de la tasse. Il s'avère que Dunor a mené des arrangements similaires dans 3 comtés. Henderson le savait et attendait que quelqu'un se présente avec un intérêt légitime pour contester. Je lui ai donné la lettre. Il la transmet au procureur du comté. Il fit une pause. Dunor peut toujours porter plainte techniquement, mais il ne le fera pas. Pas avec le procureur du comté qui examine déjà ses livres. Emma le fixa. Tu y es allé en t'attendant à racheter l'hypothèque et tu en es sorti avec lui sous enquête. J'y suis allé préparer à tout ce qu'il faudrait. Il la regarda fixement. Il s'avère que ce qu'il a fallu était moins que ce que j'avais prévu. Emma s'assit. Elle pressa ses mains à plat sur la table, le même geste qu'elle avait fait le matin du contrat, le même réflexe de stabilisation de la table, et elle expira lentement. « La propriété de ma mère est en sécurité, dit-elle. La propriété de ta mère est en sécurité. » Emma regarda la table. Elle regarda ses mains sur la table. Elle pensa à dire quelque chose et ne trouva aucune combinaison de mots adéquate à ce qu'elle ressentait. Alors elle ne dit rien du tout, et Nathaniel s'assit en face d'elle et laissa le silence être ce qu'il était. Puis, de l'étage, vint le bruit de quelque chose qui tombait, suivi immédiatement de 2 voix montant en volume et en accusation. Emma et Nathaniel se regardèrent. « Les jumeaux, dit Emma. »« Oui. » Une pause. « Ils sont à toi. » Il dit. Il y avait quelque chose dans sa voix quand il le dit. Pas tout à fait un sourire, mais le souffle avant. Emma repoussa sa chaise. « Ils ne sont absolument pas à moi. » Elle monta. Le regard sur son visage la suivit tout le long. Le reste de cette semaine se déroula différemment. Quelque chose s'était débloqué dans la maison. Une dernière chose tenace qui était restée figée depuis février s'était fissurée sous la chaleur de l'été et dégelait enfin, lentement. Nathaniel était présent d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Pas seulement physiquement, pas seulement à table. Présent au sens propre, celui qui signifiait qu'il était dans la pièce plutôt qu'à proximité. Il regardait les enfants, il leur parlait, il interrogeait Thomas sur la clôture et écoutait réellement la réponse complète. Il apprit à Daniel à tailler un sifflet dans un bâton vert un samedi après-midi et laissa James gâcher 2 bâtons dans l'apprentissage sans commentaire. Et il continuait de trouver des raisons d'être là où Emma se trouvait. Elle le remarqua de la même manière qu'on remarque un changement de vent. Pas la chose elle-même, mais son effet. Il entrait dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait et restait pour parler. Il lui posait des questions sur les comptes de la maison, qu'il comprenait maintenant, et écoutait ses réponses comme si elles étaient intéressantes. Il s'asseyait sur le porche le soir après le souper, ce qu'il n'avait pas fait depuis son arrivée. Et si elle était là, il s'asseyait près d'elle plutôt qu'à l'autre bout. Il n'avait rien dit sur ce qu'ils avaient dit dans la cuisine 10 jours auparavant. Ce n'est pas rien, et elle non plus. Mais les mots étaient là, ils vivaient dans l'espace entre eux, et chaque jour qui passait, sans que l'un ou l'autre n'en parle, l'espace se réduisait. Rosie fut celle qui força finalement les choses, avec un mépris total pour le timing émotionnel des adultes que seuls les enfants de 4 ans peuvent atteindre de manière constante. C'était un dimanche. Emma était assise sur le porche après le déjeuner. Rosie grimpa sur ses genoux sans demander, comme elle avait commencé à le faire ces 2 dernières semaines. Pas de manière hésitante, pas en vérifiant, juste en le faisant parce que les genoux d'Emma étaient devenus un endroit que Rosie avait décidé être le sien. Nathaniel sortit de la maison et les trouva là. Il s'arrêta sur le seuil. Rosie leva les yeux vers lui depuis les genoux d'Emma. Elle pointa Emma du doigt, puis elle pointa Nathaniel. Puis elle dit, avec la clarté d'une enfant de 4 ans et une absence totale d'ambiguïté, « Reste ». Le mot tomba sur le porche comme une pierre dans une eau calme. Emma sentit son visage devenir soigneusement, professionnellement neutre. Nathaniel regarda sa fille, puis Emma, puis de nouveau Rosie. « Qu'as-tu dit, ma puce? » Rosie pointa de nouveau Emma. « Reste, dit-elle. Emma, reste ici. »
Nathaniel s'accroupit devant eux. Il regarda Rosie avec la tendresse concentrée d'un homme qui ferait n'importe quoi pour cet enfant et le savait. « Tu veux qu'Emma reste? » Rosie hocha la tête une fois, avec autorité. « Alors je vais voir ce que je peux faire, » dit doucement Nathaniel. Il leva les yeux de Rosie vers Emma, et ce qu'il y avait sur son visage à ce moment-là n'était pas composé, pas contrôlé, pas l'évaluation prudente et de côté qu'elle l'avait vu déployer pendant des semaines. C'était juste vrai, complètement et simplement vrai. Le visage d'un homme qui avait pris une décision et avait fini de prétendre le contraire. Emma soutint son regard et ne dit rien, mais elle ne détourna pas les yeux. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, c'est là que ça s'est passé, pas de manière spectaculaire, pas comme les choses se passent dans les histoires que Clara lisait toujours, avec des discours, des gestes et une météo appropriée. Ça s'est passé dans la cuisine parce que c'était là que les choses se passaient toujours dans cette maison. Les vraies choses, celles qui comptaient. Et ça s'est passé tranquillement, comme le font les vraies choses. Emma écrivait une lettre à sa mère. Nathaniel entra, regarda ce qu'elle faisait et s'assit en face d'elle sans parler. Elle continua d'écrire. Il prit son café. Il s'assit. Au bout d'un moment, il dit « Qu'est-ce que tu lui racontes? Que l'hypothèque est levée, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. » Emma fit une pause. « Que je vais bien. Est-ce que tu vas bien? » Elle leva les yeux. « Oui. » Il tourna la tasse de café dans ses mains. « J'ai pensé à ce que Rosie a dit. » Emma posa son stylo. « Elle a 4 ans, » dit prudemment Emma. « Elle dit beaucoup de choses. » « Elle dit très peu de choses, » dit Nathaniel. « C'est ce qui rend important ce qu'elle dit. » Il regarda Emma fixement. « Je veux te demander quelque chose et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Pas prudemment, honnêtement. » Emma attendit. « Est-ce que... » Il s'arrêta, reprit. « Quand les 6 mois seront terminés, quand il n'y aura plus de contrat, ni d'arrangement, ni rien qui t'oblige à tout ça, y a-t-il une partie de toi qui veut encore être ici? » La cuisine était très silencieuse. Emma regarda cet homme honnête, difficile, usé par le deuil, en voie de guérison, qui l'avait ramené à la maison après un orage, avait fendu du petit bois avec une force inutile, était allé à la banque un lundi matin et avait dit « Je ferai ce qui doit être fait », comme si cela ne lui coûtait rien. Et elle décida qu'elle en avait fini d'être prudente sur ce point particulier. « Nathaniel, dit-elle, j'ai arrêté de compter les jours du contrat il y a 3 semaines. » Il la regarda. « Je ne suis pas ici pour le contrat, dit-elle. Je ne le suis plus depuis longtemps. Je suis ici parce que c'est le premier endroit où je me suis tenu depuis 2 ans qui me semblait être un terrain sur lequel je pouvais construire quelque chose. Je suis ici parce que tes enfants... » Sa voix se raffermit. « Tes enfants sont parmi les personnes les plus formidables que j'ai jamais connues, y compris Thomas, qui a rendu ma première semaine extrêmement difficile et que je respecte énormément pour ça. » Elle fit une pause. « Et je suis ici parce que tu es... » Elle s'arrêta. « Parce que je suis quoi, dit-il doucement. « Parce que tu vaux la peine que je reste, dit-elle, simplement et clairement. La phrase la plus vraie qu'elle ait dite depuis qu'elle avait signé son nom. Le silence qui suivit était du genre qui n'a pas besoin d'être comblé. Nathaniel tendit la main à travers la table. Il couvrit sa main de la sienne sans la serrer, sans la gripper, juste en posant sa main sur la sienne, de la manière dont on couvre quelque chose qu'on a l'intention de garder. « J'aimerais faire ça bien, dit-il. Pas un contrat, pas un arrangement. Correctement. » Il fit une pause. « J'aimerais demander à ta mère. » Emma le fixa. « Tu aimerais demander à ma mère? Elle devrait connaître l'homme que sa fille. » Il s'arrêta. Quelque chose de presque comme une rougeur traversa son visage. Elle devrait connaître l'homme qui demande. Emma pensa à Catherine Callahan dans la maison de Millfield, avec le cadre de la porte, l'incapacité de parler et les mains qui avaient tenu toute la vie d'Emma ensemble, et l'avaient laissé partir. Elle pensa à la façon dont sa mère avait dit « Tu n'es pas obligé ». Et comment Emma avait dit « Je sais », et comment toutes deux savaient que ce n'était pas vrai. « Elle voudra savoir si tu es pratique, » dit Emma. Il cligna des yeux. « Quoi? Ma mère, elle voudra savoir si tu es un homme pratique. Elle n'a aucune patience pour les sottises romantiques. Elle te demandera directement si tu peux subvenir à ses besoins, ce que rapporte ta terre et si ton toit fuit. » Nathaniel la regarda. « Est-ce que le toit fuit? Je l'ai réparé la semaine dernière, côté gauche, au-dessus de la chambre des garçons. » Emma garda son visage composé. « Mais c'est réparé maintenant. »
Il la fixa un moment. Puis il rit. Pas le son maîtrisé et retenu qu'elle avait entendu une ou deux fois. Il rit vraiment. Bref, réel et non pratiqué. Le rire d'un homme qui a été trop sérieux pendant trop longtemps et qui a finalement manqué de raison de le rester. Cela changea tout son visage. Emma rangea cette vision quelque part où elle avait l'intention de la garder. Je lui écrirai demain, dit-il, encore avec la chaleur résiduelle du rire dans sa voix. Ce soir, je vais réfléchir à ce que je vais dire. Parle-lui du toit, dit Emma. Elle appréciera le détail. Il secoua lentement de la tête. Tu es extraordinaire. Tu le sais. Je sais. J'ai réparé ton toit. Emma. Nathaniel. Il la regarda à travers la table, ses mains toujours sur les siennes et son visage entièrement ouvert, sans angle, sans regard de côté. Merci, dit-il, pour tout, pour chaque partie de cet été, pour ce que tu as fait pour mes enfants et pour ce que tu as fait pour moi. Je sais que ce n'était pas ce pourquoi tu avais signé. C'était exactement ce pourquoi j'avais signé, dit Emma. Je ne savais juste pas comment lire le contrat correctement. Il pressa sa main une fois, puis il la lâcha, parce qu'il était un homme pratique et qu'il y avait une lettre à écrire, une bienséance à observer et Catherine Callahan à impressionner. Et rien de tout cela n'allait s'accomplir tout seul. Le jugement de la communauté eut lieu le dimanche suivant. Il prit la forme de l'Église, qu'Emma avait évitée pendant 5 semaines sous prétexte d'avoir trop à faire et pas assez de robes, mais que Nathaniel annonça le samedi soir avec la finalité tranquille d'un homme qui avait décidé qu'il était temps. Il le dit à la table en général. Nous allons à l'église demain, tout le monde. Et les enfants reçurent cela de diverses manières. Thomas hocha la tête. Clara commença immédiatement à planifier sa robe. Les jumeaux négocièrent des termes d'un comportement acceptable entre eux en chuchotant. Et Rosie regarda Emma et dit « Toi aussi ». « Moi aussi », dit Emma. Elle était consciente en se rendant à Silver Creek un dimanche matin avec les enfants Holt disposés dans la benne du chariot et Nathaniel assis à côté d'elle sur le siège, qu'ils étaient un spectacle. Elle était consciente des têtes qui se tournaient. Elle était consciente de tout le spectre de l'opinion de Silver Creek qui s'appliquait à elle, à Nathaniel, à la configuration de cette famille dans ce chariot, sur cette route, ce matin-là. Elle garda le menton haut, les mains sur ses genoux et regarda droit devant elle. Helen Greer fut la première personne à venir les voir après le service. Elle vint directement, sans hésitation, serra la main de Nathaniel, puis se tourna vers Emma et dit, assez fort pour que les gens à proximité entendent, « Mademoiselle Callahan, c'est un plaisir de vous voir. Comment va la maisonnée? » C'était une déclaration. Emma l'a reconnue pour ce qu'elle était. Une femme de standing dans cette communauté qui avait été la meilleure amie de Margaret Holt, se tenant en public à côté d'Emma Callahan et demandant des nouvelles de la maison Holt avec l'aisance de quelqu'un qui avait pris sa décision. « Très bien, dit Emma. Les enfants vous envoient leurs salutations. Moi aussi. » Madame Greer la regarda d'un regard franc et direct qu'Emma avait fini par comprendre comme étant la version de la chaleur de cette femme. « Passez mercredi si vous pouvez. J'ai un 2e pot de conserve et j'aimerais votre compagnie. »« J'y serai, » dit Emma. Madame Greer s'éloigna. Nathaniel, à côté d'Emma, ne dit rien, mais son bras, qui était le long de son corps, se déplaça vers le creux de son dos. La plus brève, la plus légère des pressions, du genre qui dit « J'ai vu ça, et bien joué, et je suis là. » Tout en un seul geste, Emma ne s'en écarta pas. Ce qui se passa dans la cour après le service fut quelque chose auquel Emma penserait pendant des années, chaque fois qu'elle pensait à ce que signifiait que quelque chose soit terminé. La femme de Porter, pas Madame Greer, mais l'autre femme de l'épicerie générale, celle qui l'avait dirigée vers la sauge, arrêta Emma alors que la foule se dispersait. C'était une petite femme au visage pointu et au genre d'yeux qui évaluait, classait et oubliait rarement ce qu'ils avaient cassé. « Mademoiselle Callahan, dit-elle. » Emma s'arrêta. « Madame ?» La femme la regarda un moment, puis elle dit, « Ma fille a 7 ans. Elle a des difficultés avec la lecture. Je crois savoir que vous avez une certaine éducation. » Emma cligna des yeux. « Un peu, oui. Je me demandais si... » La femme serra brièvement les lèvres. « Si vous seriez prête à l'aider quelques heures par semaine. Elle viendrait chez vous. Une pause qui lui coûta quelque chose. Je payerai pour votre temps. » Emma regarda cette femme qui avait chuchoté à son sujet dans une épicerie générale, qui s'était demandé à voix haute si elle tiendrait de l'été. Et elle pensa à ce que signifiait être sollicitée.
ce que signifiait que la demande ait eu lieu ici, dans cette cour. Montemas, amenez cela jeudi après-midi, dit Emma. Nous verrons comment elle s'y prend. La femme hocha la tête. Elle se retourna et rejoignit son mari sans un mot de plus. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de quoi que ce soit d'antérieur. Juste le pivotement net et pratique de quelqu'un qui a révisé sa position et va de l'avant. Emma pouvait respecter ça. Le trajet de retour au ranch de Silver Creek fut calme, de manière confortable. De la manière qu'il y a quelque chose de solide en dessous au lieu de quelque chose d'évité. Les jumeaux s'endormirent l'un contre l'autre dans la benne du chariot. Clara lisait un livre avec la détermination concentrée de quelqu'un qui bloque le monde. Thomas était assis, les jambes pendantes à l'arrière, le visage tourné vers le vent d'été. Rosie était sur les genoux d'Emma. Elle y avait grimpé sans cérémonie quelque part après le 2e mile et s'était installée avec Bess sous le bras. Elle dormait avant le 3e mile, entièrement désossée et confiante, comme seuls les enfants peuvent l'être, ceux qui ont complètement décidé que la personne qui les tient est en sécurité. Emma baissa les yeux sur cet enfant endormi, cette petite fille calme, autrefois silencieuse, qui avait tendu une poupée de chiffon à une étrangère sur le sol d'une chambre, avait dit un mot et avait tout changé. Et elle sentit dans sa poitrine quelque chose qu'elle n'aurait pas pu mettre en mots le matin où elle avait signé son nom. Quelque chose qui était au-delà de l'arrangement, au-delà du contrat, au-delà de tout document sur lequel Silas Dunor pouvait mettre une hypothèque. Nathaniel jeta un coup d'œil. Il vit le visage d'Emma regardant Rosie. Il regarda de nouveau la route. « Elle te fait confiance, dit-il doucement. « Je sais. » La voix d'Emma était douce. « J'ai l'intention de le mériter. » Il resta silencieux un moment. Les chevaux avançaient. L'air d'été était chaud et plein de l'odeur de l'herbe sèche et de la distance. « J'ai envoyé la lettre ce matin, dit-il, à ta mère avant l'église. » Emma le regarda. « Déjà, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire hier soir. » Il garda les yeux sur la route. « Je lui ai parlé du ranch, des enfants, du toit. Une pause. Je lui ai dit quel genre d'homme je suis, quel genre de vie j'ai et ce que j'espère construire à partir de maintenant. » Il lui jeta un regard de côté. « Je lui ai dit que je pense que sa fille est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée et que je passerai tout le temps qu'elle me donnerait à essayer d'être digne de me tenir à ses côtés. » Emma regarda la route devant elle, la longue route plate du Kansas, droite et dorée à travers l'été, vers le ranch de Silver Creek, la maison sur la crête, et 5 enfants qui étaient les siens de toutes les manières qui comptaient. Et un homme qui avait commencé, lentement, honnêtement et sans drame, à être le sien aussi. « Elle répondra dans 2 semaines, dit Emma. Elle écrit lentement parce qu'elle veut que les mots soient justes. Je peux attendre, dit Nathaniel. Emma le regarda. Il regardait la route avec l'expression posée d'un homme qui pense ce qu'il dit. Et elle pensa à une fille à Millfield qui avait pressé sa main contre un morceau de papier pour l'empêcher de trembler, qui avait signé son nom sur une ligne et avait pensé qu'elle donnait son avenir, qui avait parcouru 40 miles dans la chaleur de l'été vers une vie qui, de loin, ne ressemblait à rien de ce qu'elle aurait choisi. Elle ne l'avait pas choisi. C'était ça, le truc. Elle y avait été poussée par la dette, la faim et un homme qui souriait de la mauvaise manière et pensait qu'il achetait quelque chose sur lequel il pouvait mettre un prix. Ce que Silas Dunor n'avait pas compris, ce qu'aucun d'eux n'avait compris, ni les femmes de l'épicerie générale, ni la délégation avec leur buckboard et leurs préoccupations, ni même Emma elle-même lors de ce premier long trajet vers le nord, c'est qu'on ne peut pas acheter ce qu'étaient les McCallaghan. On ne pouvait pas l'arranger, ni le contracter, ni y mettre une hypothèque. On pouvait la mettre dans une maison, lui donner un travail et appeler ça un arrangement. Et elle réparerait votre toit, organiserait vos comptes, trouverait la poêle en fonte derrière le bac à farine, s'assierait par terre avec votre fille silencieuse et attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait pour un petit mot. Et quelque part en le faisant, entre la sauge et l'orage, la table de la cuisine et les 300 $ auxquels elle avait depuis longtemps cessé de penser, la maison cesserait d'être une maison qu'elle gérait et commencerait à être un foyer qu'elle construisait. Elle regarda la route, elle regarda l'homme à côté d'elle, l'enfant endormi dans ses bras, et les 4 autres éparpillés derrière elle dans le chariot. Elle regarda le ranch de Silver Creek apparaître à l'horizon contre la crête estivale. Sa clôture droite, son toit réparé, sa cuisine organisée,
ses habitants retrouvant leur chemin les uns vers les autres, un petit moment honnête à la fois. Emma Rose Callahan était venue à Silver Creek comme une transaction. Elle y est restée pour en devenir le cœur.